Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 52 du podcast 100% PSG, le MAG. Aujourd'hui, épisode spécial pour vous, mais aussi pour nous, parce que c'est pas très souvent qu'on est réunis tous les quatre dans la même pièce. Et d'ailleurs, on a eu du mal à commencer le podcast parce que on blablate, on se raconte nos lives, on fait des blagues, on se raconte des souvenirs. Parce qu'aujourd'hui, pour Noël, pour cette fin d'année 2025, qui est la plus grande saison de l'histoire du Paris Saint-Germain, et je vais le dire franchement, la plus grande saison de l'histoire du football français et l'une des plus grandes saisons d'un club de foot, vu le nombre de trophées qu'on a enquillés. Pour cette fin d'année, donc, on vous fait un épisode spécial Noël et on a réuni je nous auto-appelle les 4 fantastiques, c'est abusé parce que c'est pas hyper bien de dire de soi-même qu'on est fantastique. Le premier qui dit que je suis la boule, je vous assure que ça va mal se passer. Je vous le dis direct. Vous les avez reconnus évidemment, hein, c'est ma team, voilà. 100% PSG, le MAG. Pia Clément. Ouais, je dis c'est ma team, mais en fait c'est la team de Bruno, en vrai de vrai. C'est un peu lui qui nous a tous réunis. Si, bon, Bruno Salomon est à ma droite évidemment, vous le connaissez. La boule barbue. Pour moi, la boule, c'est Fort Boyard. Mais bon, après. Ouais, moi aussi. Ouais, mais c'est pas grave. Bonjour, ma Pia. En tout cas Bruno Salomon, qui est la personne qui m'a fait faire de la radio. Je pense que c'est toi aussi qui allais chercher Rabé à un moment. Il y a eu, effectivement, mais il était déjà du côté de France Bleu Sud-Lorraine. Exactement. Voilà. C'est toi aussi qui as recruté Romain Bédouc, même si c'est moi qui te l'ai présenté. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Grâce à Mélodie, l'attachée de production de l'époque de l'émission, qui m'avait présenté Romain en me disant j'ai un pote, il est solaire, tu vas voir, faut trop que tu le rencontres, il adore le PSG. Je fais ouais. Il est solaire. Je dis franchement, j'ai pas le temps et tout. Et en fait, voilà. Donc, Bruno Salomon qui commente les matchs du PSG depuis 18 ans sur notre antenne, bientôt 18. Ça va 18, le 5 janvier 2008. Donc le 5 janvier, ça arrive. Ça arrive, je viens de comprendre quelque chose. Eh oui. Excellent, d'accord. Donc Bruno Salomon, journaliste sportif, commentateur, et Monsieur PSG évidemment sur l'antenne d'ici par Île-de-France. En face de lui, Eric Rabessandratana, ancien joueur du Paris Saint-Germain, défenseur. Il est ambiancé. T'as trop mangé à Noël ou Trop de fêtes, trop de légumes. Je sais, c'est gênant pour les gens qui aiment la viande. Comme le loup. La pub. Eric Rabessandratana, donc ancien joueur du Paris Saint-Germain, ancien capitaine aussi du PSG sur une époque quand même assez flamboyante, la toute fin des années 90, début 2000. Et Eric qui commente les matchs maintenant sur l'antenne d'ici par Île-de-France, les matchs du PSG depuis 8 ans. Depuis 10 ans. C'est ouf. Ouais, c'est incroyable. On a vieilli ensemble. C'est fou. Hein. Ouais. Puis bon, un jeune est parmi nous. Voilà. Je suis pas du tout jeune. En vrai, t'es pas jeune, mais par rapport à nous, t'es un peu jeune quand même. C'est Romain Bédouc, journaliste sportif aussi, évidemment. Romain, toi, t'assures l'édito. Oui. Donc toi, tu es obligé de donner ton avis tous les matins. Et rien que d'y penser, ça m'angoisse. Donc bravo, Romain. Tu fais ça très bien. À 8h40. Salut tout le monde. Voilà. Non, mais ça va pas les applaudissements, non ? Mais c'est trop cool de donner son avis sur le PSG. On est payé pour donner notre avis sur le PSG. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Pire quand même. Parfois, des fois, on n'a pas envie parce qu'on se dit ouais, mais si je donne vraiment mon avis, ça va déstabiliser le club. Mais bon. Oh non, franchement, moi ça me. Non, mais en plus, je pense qu'à un moment donné, t'es quand même obligé de donner en vrai ton avis parce qu'il y a tellement besoin de tous les jours de le dire. Tu feintes pas. Bah oui. Donc, parce que tu sais qu'après, il va falloir pouvoir assumer. Ah bah oui, parce que j'en ai dit des conneries. Romain, c'est quoi la plus grosse bêtise que t'as dite en 2025 sur le PSG ? Un truc sur lequel tu t'es bien planté, quoi, tu vois. À la Daniel sur Luis Enrique, non ? J'ai eu un doute sur la capacité de Donnarumma. Alors que je le défendais pendant des années. Bon, t'as douté au mauvais moment. Et j'ai douté au mauvais moment. C'est pas forcément une erreur. La tribune, le podcast, j'ai quand même Donnarumma la boulette de trop après le match face à Liverpool. Eh oui, parce qu'on s'est dénoncé dans cette émission. mais ma plus grosse erreur, c'est début 2022, pardon. Ou 2023. Début 2023, je dis Messi est moins bon maintenant avec le PSG, mais je crois pas du tout à la théorie de l'interrupteur et du switch. Il va être meilleur sur la deuxième partie de saison. Ouais. Voilà. Et non. Voilà. Et pas du tout. Et ça n'a pas marché. Non, il marche pas cet interrupteur. Je comprends pas. Voilà. Ouais, t'en as pas fait une aussi sur Kylian Mbappé pourrait devenir Ballon d'Or? Moi? Pardon, excusez-moi. Il y a énormément de choses. Je dis énormément de conneries, mais au moins il y a un truc sur lequel je me serais pas gouré. C'est sur Kylian Mbappé. Et toi, Eric?
T'en dis tu crois que je t'avais oublié Il était là en train de voir des son café, conneries. genre. Je dis jamais de conneries. T'en dis pas souvent, parce que sur Beraldo, t'as vu venir le truc avant tout le monde. Dès le départ, tu m'avais dit, je le sens pas du tout. Ouais, après c'est par rapport à sur un comportement. Monsieur Pignard aussi. Sur les arbitres, j'en dis plein des conneries. Mais bon. Le seul moment où tu peux faire disjoncter un cravé sur un à l'antenne, c'est les arbitres. Hier, il était bon. Autant ça faisait 2 ans qu'il était en vacances au Maroc, et il était bon. Franchement, c'était pas mal. Disons que malgré ses erreurs d'arbitrage, on l'a gagné quand même, donc ça allait. Après tout ce qu'on vit en Ligue 1, je pense qu'il était super bon. Bon, les garçons, j'ai trouvé un tweet de Médias Parisiens dans lequel ils font une liste qui tombait bien à propos, parce que du coup, j'avais pas besoin de demander à ChatGPT de tout ce qu'on a gagné en 2025. Magnifique. C'est une dinguerie. Ouais, c'est un truc de fou. Non, franchement, c'est une dinguerie. Ouais. Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Super Coupe d'Europe, meilleure équipe de l'année, meilleur gardien de l'année, meilleur entraîneur de l'année, meilleur président de l'année, meilleur directeur sportif de l'année, plus beau but de l'année, Ballon d'Or, Golden Boy, Ballon d'Or asiatique, Ballon d'Or africain, Trophée The Best et Coupe intercontinentale. Je ne sais pas si ça a déjà été réalisé de toute façon par un autre club. Il y a aussi le meilleur burger en tribune qui est très très bon et qui a été récompensé. Non, c'est pas vrai. Alors ça, c'est totalement faux. En plus, au parc, vraiment, je pense pas qu'on ait le meilleur burger de rien. Le burger est très bon en tribune. Sauf en salon. Dans les salons, il y a des mini-burgers. Et moi, quand je dis à mes filles, venez les filles, on va voir un match des féminines du PSG. C'est ça que tu vends. Elles me disent, ça dépend, est-ce qu'il y aura les mini-burgers? Ok. Je dis oui dans le doute. Mais en tribune, le burger avec le logo du Paris Saint-Germain, là, comme ça, il est bon en vrai. Ah, il est bon? Ouais. Ok. Moi, j'ai un souvenir d'un bretzel au fromage qui était vraiment pas ouf, mais ça date. Ils sont partis sur vraiment pas cette émission quand même, non? Je veux bien que ça soit la bonne année, tout ça, qu'on vienne se passer les fêtes, mais... Donc, évidemment, à la fin de cette année civile même, parce que c'est même pas une saison qui est exceptionnelle, c'est une année civile, c'est l'année civile 2025, je vous ai demandé chacun de choisir un moment de l'année qui vous a marqué et d'apporter un objet aussi avec vous dans le studio. Et Eric, j'ai envie qu'on commence avec ton objet. Ouais. Parce que finalement, c'est un objet transversal à cette saison. Tu peux le montrer parce qu'on est filmé désormais. D'ailleurs, je l'ai. Faut que je parle. Attends 2 secondes parce que je vais me faire gronder. J'ai encore oublié. Tu vois c'est pas grave. En 2026, on va y arriver. De te dire que. On était filmé. On est aussi sur YouTube. Voilà. Et de vous dire que, évidemment, si vous nous regardez sur YouTube, il faut vous abonner à la chaîne. C'est très important. Parce que non seulement, si vous le faites pas, je vais chanter, mais en plus, Bruno va chanter. Oui, et je m'énerve surtout. Surtout, en fait, quand il m'engueule derrière moi des messages. À chaque fois que j'écoute un mag, Pia a le droit à son d'abord. Vous voyez ça commence par... Non, mais il faut s'abonner aussi. Vous voyez l'emoji avec la main. Vous abonner, il faut liker les vidéos, tout ça. Enfin, faut tout faire. Ouais, tout ce que vous pouvez faire pour. Voilà. Bon, alors Eric, quel objet as-tu apporté? Faut que tu parles pour qu'on je parle, évidemment. Oui. C'est le maillot du Paris Saint-Germain. Alors, je peux pas te dire c'est lequel, parce que c'est le 700 millième, puisqu'ils ont sorti tellement de maillots que... C'est le Elephant Print de la saison dernière, je pense, 4e maillot. Il y a 2 ans. Que j'adore, il est très beau. Voilà, cadeau du noir. club, quand même, je rappelle, parce que sur une journée où j'étais invité par le club, ils m'ont fait ce cadeau. C'est pas toi qui allais à la boutique pour floquer Alessandra Tana numéro 15? Pas du tout, non, ça coûte trop cher. Pour flinguer la journée du mec qui fait le flocage. Rabais, Sandra. Non, bon, on l'a dit. J'ai déjà dit cette anecdote, mais quand même, c'était 10 balles la lettre. J'ai 14 lettres. Donc déjà, avant de payer le maillot, tu payes déjà ça. Je viens de te dire, ça va cher. Il n'y avait pas beaucoup de flocage. Tu mets rabais, tout le monde comprend. Bon, alors, Eric, ce maillot-là, déjà cadeau du club. Donc déjà, ça a du sens pour toi. Yes, absolument. Avec, il m'avait demandé, je dis, bon, écoute, tu veux quoi floquer dessus? Bah, il dit, mon nom. Pourquoi tu veux que je mette un autre joueur? Oh non. Non, mais c'est vrai. Et donc mon nom avec mon numéro et ce maillot m'a accompagné toute la saison. Je l'ai pas mis à tous les matchs parce que je l'ai mis surtout à la fin parce que en fait un peu par superstition, et il m'a accompagné à Munich. J'étais avec. C'est celui que tu portais le soir de la finale. Je l'avais à Munich et parce que il marchait bien, et c'est marrant. Je raconte juste une anecdote pour l'histoire de Munich. Le matin où je suis parti de chez moi, je marchais dans la rue. C'était drôle parce que je marchais dans la rue et j'étais tellement persuadé qu'on allait gagner. J'avais une certitude, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Vous savez, je suis un peu branché et connecté. Et j'étais tellement sûr qu'on allait gagner que je souriais tout seul. Dans la rue, je te jure, c'est vrai, c'était comme une euphorie de savoir que ça allait bien se passer et qu'on allait. Mais je pensais pas qu'on allait gagner autant et aussi facilement.
Mais c'était un truc, je savais déjà, je sais pas pourquoi, j'étais persuadé. Et c'est marrant parce que on s'est tous fait le match avant, forcément la finale dans la tête et tout, mais il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit je savais que ça pouvait pas mal se passer cette fois, alors que on sait tous évidemment qu'on a un c'est le passif, PSG voilà. et que tout peut passer. On consacrera la fin de l'émission à raconter la finale telle qu'on l'a vécue. On était chacun à 4 endroits différents, à des moments différents. Pendant la journée, voilà, pendant la journée. Après, vous étiez assis à côté, les garçons, et on va l'entendre. Parce que sur les buts, on entend des grognements d'ours derrière Bruno. C'est Romain qui hurle. Ah, ça, voilà. Mais Bruno, toi aussi, tu as croisé quelqu'un avant le match qui t'a dit « Je sais qu'on va gagner ». Oui, on l'a croisé même avec Romain. C'est le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. On l'a croisé quand on racontera tout à l'heure nos journées dans Munich. On l'a croisé. On cherchait des supporters parisiens. En fait, il faut se rappeler une chose, c'est que sur ce match à Munich, la veille du match, il n'y avait pas beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain. Ils n'étaient pas nombreux en fait parce que ça coûtait hyper cher. Et finalement, on a été les deuxièmes à arriver sur cette finale. Donc, bilan des opérations, les Italiens avaient tout pris en termes de logement et autres. Donc, les supporters parisiens sont vraiment arrivés en deadline le samedi pour la plupart. Et donc, on cherchait quand même des supporters et autres pour faire des reportages. Et dans une rue assez improbable, près d'un palace munichois, avec un monument aux morts. C'est ouf ça. Pour Michael Jackson. Oh non, sérieux ? Ah non, ouais, c'est une folie. Une folie. Non mais attends, c'est un truc. Mais je vous jure, les amis, avec un monument qui, en fait, c'était une statue. C'est pas du tout de Michael Jackson. C'est d'un homme du XVIIIe siècle qui est représenté là. Et en fait, Michael Jackson a logé dans le palace en face lors de sa venue à Munich pour un concert. Et depuis, les fans de Michael Jackson en ont fait une espèce de mausolée. Non. Et donc, il y a des photos. Ah oui, c'est une folie. C'est la statue, donc je vais regarder le nom de l'artiste. C'est un compositeur qui s'appelle Orlando Di Lasso, qui n'a absolument rien à voir avec Michael Jackson et qui se fait pourrir sa statue parce que il y a des coupures de presse de Michael Jackson, il y a des photos, il y a des bougies, il y a des trucs. Il n'y a pas des stickers PSG maintenant dessus. Normalement, il devrait. Parce que c'est un mémorial et c'est devenu un mémorial Michael Jackson parce qu'il allait dans l'hôtel qui était en face. Et c'est dans les visites touristiques à faire de Munich. Et donc il y a ce palace en face. Et là, donc on voit ce truc en train de se dire mais qu'est-ce que c'est ? Et à côté, Romain me dit je crois qu'il y a Nasser Al-Khelaifi qui est en face. Donc je lève la tête et effectivement, c'est le président qui est accompagné de 5 personnes et on se retrouve dans une scène un peu improbable où le président me salue de loin. De l'autre côté de la rue. Et donc j'ai le droit, alors il crie pas Bruno, mais il me fait un grand signe de la main. Voilà, c'est ça. C'était tout à fait ça. Et moi en face, en train de lui faire coucou aussi. C'était improbable. Il traverse la rue. Ça se trouve, il faisait coucou à Michael Jackson. Non, il traverse la rue. Il vient à notre rencontre. Juste derrière, il y avait le restaurant où il devait se rendre, mais il vient à notre rencontre et on discute et on lance une conversation. Et Nasser Al-Khelaifi, je lui dis comment vous sentez le match ce soir. On a engagé un tout petit dialogue de 3-4 minutes, pas plus, mais voilà. Et là, il me prend le bras, il me dit on va gagner. On va gagner, j'en suis sûr, je les sens trop bien, ils sont vraiment bien, c'est sûr ça va le faire. Et là, je suis là, ah ouais quand même. C'est rare quand même pour qu'un président s'engage en disant. Mais là vraiment, et Romain était témoin. Par superstition même. On a vécu la scène. On a vécu la scène. Président qui a connu la remontada. Il était d'une zénitude totale, mais vraiment un truc, on va gagner. C'est sûr, on va gagner, je les sens bien, ils sont vraiment bien, et on se reverra après le match et tu verras. Et, ok, écoute, et en fait, par superstition, là, sur ce coup-là, je n'ai pas voulu, parce que tu sais, journaliste, dans un papier, tu peux placer, j'ai croisé le président, il m'a dit que ça allait le faire, le Paris Saint-Germain est confiant. Je me suis dit, tu te tais, et tu verras bien si ça se passe, et si ça se passe, ça rentrera dans mon histoire personnelle avec cette finale. Et effectivement, mais puis il y a eu d'autres trucs à raconter sur Nasser et toi pendant ça c'est pour plus tard. Mais juste un truc pour la diffusion. En fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, c'est toute cette année 2025 et le premier semestre 2025, il y a un homme qui a diffusé ce calme et qui a diffusé ce fait que tout va bien se passer. C'est quand même Luis Enrique. On était un club d'affolés, d'hystériques. Pression tout le temps. Sous pression tout le temps. De loose même parfois. Ouais, et en fait, du coup, ça va ensemble. La finale de Coupe de France passe, tu les sens zen, ils sont à 15 jours d'une finale de Ligue des Champions, tout le monde est tranquille, on va faire un média day là,
tout le monde est tranquille, t'es là, mais qu'est-ce qui leur arrive Non, mais c'est impressionnant. Et vraiment, et donc toi, ton côté big smile, tout le monde tranquille, mais même dans l'avion, les gens qui te disaient, les gens que tu croisais, ça va le faire, mais t'es là, mais enfin, on est en finale de Ligue des Champions. Je pense qu'il y avait aussi une euphorie liée à la qualité du football qu'ils nous proposaient, en fait, parce que, en fait, finalement, quel qu'ait été le résultat de la finale, de toute façon, on aurait été fiers de ce qu'ils nous ont proposé pendant la saison, de ce qu'ils nous ont fait. Bon, on préfère avoir gagné, on va pas se mentir. Mais ce qui est important aussi, c'est que tu parles de l'état d'esprit dans lequel les joueurs pouvaient être. On a déjà connu des histoires de clubs et d'équipes qui arrivent dans l'équipe à se créer une propre bulle pour être dans une dose de sérénité. Ça nous est déjà arrivé au PSG. Les mecs te racontent que 2020, quand ils sont à Lisbonne, ils sont dans leur cocon et que c'est leur cocon qui a fait qu'ils ont réussi à aller jusqu'en finale de Ligue des Champions. Mais là où c'est fort avec Luis Enrique, c'est que ça a déteint même sur l'environnement, sur les supporters. Et moi, c'est là, on reparlera de Munich, mais le peu de supporters qu'on a vus sur les jours avant la finale, c'est des supporters qui venaient de l'étranger, de très très loin, pour voir la finale de la Ligue des Champions. Et l'état d'esprit qu'il y avait, c'était un état d'esprit de... On est conscient qu'on est trop fort, on est conscient que parfois dans le foot, ça suffit pas, parce que tu peux, sur un match de foot, sur 90 minutes, il peut se passer un truc qui fait que tu gagnes pas, même si tu mérites de gagner. Mais au moins, on sait qu'on a les capacités de le faire. Et c'est un truc que jamais j'avais vécu avec le Paris Saint-Germain, au point surtout que aussi partagé, à 20h20 avec Bruno, je crois que à un moment, pendant une pub, je te parle et je te dis, mais... En fait, s'ils ne gagnent pas, on est en train de prévoir les trucs pour demain. Là, l'Élysée, la remontée des Champs, le truc au Parc des Princes. Mais s'ils ne gagnent pas, on fait quoi, en fait, tu vois ? Parce que l'hypothèse que le PSG ne l'emporte pas ne nous était pas venue avant ce moment-là. C'est vrai. Non, mais en fait, t'as des certitudes, mais par un comportement tellement exemplaire par rapport à ce que tu disais. C'est sur le terrain, c'est entre eux, c'est techniquement, c'est par rapport au niveau du jeu, c'est par rapport à la mentalité des joueurs, mais d'un club. Et cette transmission, elle vient aussi après des traumatismes qu'on a vécus et qui peut-être a été amplifiée justement parce que tu as vécu tout ça avant et que tu te dis, ça se passe tellement bien que c'est pas possible que là, ce revirement de situation va arriver. Et en fait, non, c'est pas possible. Tu étais tellement persuadé. Et c'est pour ça qu'on est serein et que eux sont peut-être presque dans la maîtrise totale, parce que c'était tellement une symphonie parfaite, cette finale, que tu te dis, mais comment c'est possible de réaliser un match parfait comme ça en finale ? Mais juste une chose, et finalement, tout ça, c'est aussi dû à tout ce qu'on a vécu sur les 6 mois d'avant. Ouais. C'est-à-dire que on a balayé les traumatismes on n'est pas capable de remonter une situation. Le match City. de Liverpool, de City, de Liverpool, d'Aston Villa, où le match piège, et ben, tu réussis à le passer. En fait, on s'est libéré de plein de poids pour arriver léger au poids de forme. C'était le poids de forme, on était prêt. Tout le monde était prêt, que ce soit les supporters, les 18 000 qui ont tout arraché dans le stade, dans l'Allianz Arena, et Riviera, Riviera, je sais plus. Alors, l'Allianz Riviera, ça va beaucoup moins bien. Là. Ça va beaucoup moins bien, on les salue. Non mais voilà, dans l'Allianz Arena, et vraiment, je pense que ça découle de tout ça, de tout ce qui a été vécu finalement avant. Alors justement, maintenant c'est mon tour de vous montrer l'objet que j'ai choisi. Donc Eric, toi tu nous as montré un maillot qui finalement t'a accompagné au long de la saison, puis qui est lié aussi à ton histoire avec le Paris Saint-Germain, parce que c'est eux qui te l'ont offert. Moi je vous ai apporté un maillot dont je vous ai déjà parlé pour ceux qui ont l'habitude de nos contenus. C'est un maillot de la saison qui s'est terminée. Il est signé par 7 joueurs de l'effectif de cette saison. Il est signé par Beraldo, par Pacho, par Safonov, par Hakimi, Joao Neves, Gonzalo Ramos et Nuno Mendes. Et ce maillot, pour moi, il est super important parce que c'était quelques semaines avant le début de 2025. Donc, fête de Noël organisée par le Paris Saint-Germain pour les journalistes suiveurs du PSG. Bruno et moi, on est là tous les deux. Il y a les journalistes de tous les autres grands médias. T'étais là, Romain, ce jour-là? Non, moi, j'étais pas. Non, t'avais pas pu venir. Mais t'étais évidemment invité. Et il y avait donc des gens d'RMC, de l'équipe, du Parisien, etc. Donc, quand même des gens qui connaissent bien le PSG, quoi. Et là, ils nous font un quiz. Et un quiz quand même hyper dur, parce que c'était un quiz qui portait aussi sur les autres sections, donc féminine, handball, judo, et puis sur l'histoire, sur les anciens joueurs. Tout le monde ne suit pas. Et là, Bruno et moi, on finit premier et deuxième. Et en fait, on se tourne vers la com du PSG, et on fait
Les gars, Et alors, c'est on vous l'avait dit que France Bleu Paris, c'était du lourd, parce qu'on s'appelait France Bleu Paris à l'époque. On vous l'avait dit qu'on connaissait bien le club quand même. Et en fait, ce maillot-là, de gagner ce maillot-là, à ce moment-là, qui a été vraiment les vacances de Noël, qui a été le moment où l'équipe a switché. Ouais. Et quand ils sont revenus, après, il y avait eu un match quand même de Coupe de France contre Lens, si je me souviens bien, juste avant les vacances. Ouais. Et après, quand ils sont revenus, ça y est, la machine était lancée. Et voilà, pour moi, ce maillot-là, que je range en boule n'importe comment au fond d'un placard, mais voilà, c'est vraiment un objet qui symbolise plein de trucs, qui symbolise notre travail à tous les quatre, de toute notre radio pour suivre le PSG, mais qui symbolise aussi le moment où ça y est, quoi, ils passent en mode Nous aussi, champion. on a switché. On les a tous assommés. Grave, exactement. Moi, j'ai c'était- récupéré un franchement, maillot de hand avec toute l'équipe de hand qui avait Ouais. signé. Pas mal. Ouais, C'est ouais. beau. Franchement, c'était savoureux, quoi. Vraiment, De se non, la fouler. vraiment, On s'est frisé. c'était très sympa. Un moment très sympa. Une gloire. Moi, je suis vachement dans l'autocongratulation aujourd'hui. Bah, t'as bien raison. Ensuite, Bruno, c'est ton tour. Alors là, pour le coup, je vais te demander de nous parler du moment que tu as choisi. De ton Pour- addiction. Ah non, c'est pas l'objet, c'est Avant- le moment. Non, c'est pas l'objet. Celui-là, on le garde pour la fin. Attends. Faut Alors attends, je chausse mes lunettes pour voir si on est bien sur le bon son. Voilà. Donc, tu vas nous emmener, avant de m'expliquer pourquoi, Ouais. dis-moi juste à quel match, quel jour. Je vous emmène à Doha. En fait, pour revenir sur le 5 janvier 2025. On est à Doha et le Paris Saint-Germain remporte le trophée des champions. Attends, Et- On rappelle le 5 janvier. attends. Je dis rien. Juste pour qu'on se rappelle de ce qui se passait ce jour-là, etc. Trophée des champions contre Monaco. Je veux juste qu'on écoute un petit son que tu avais fait à l'époque pour contextualiser. Pluie de confettis et trophées brandis par son capitaine Marquinhos. Encore une fois, le PSG a fait main basse sur un trophée national. Au grand plaisir de Vitinha, le milieu de terrain portugais. Encore un trophée, c'est toujours bon de gagner un trophée. On donne de l'importance, moi je donne l'importance. Quand tu gagnes, tu es plus motivé, tu es plus confiant, tu es plus sur la bonne dynamique. Bien sûr que ça peut aider. Au pays de son propriétaire, l'émir Al Thani, qui finalement n'a pas assisté au match, le PSG a parfaitement lancé sa deuxième partie de saison. D'ailleurs, ces quelques jours à Doha ont fait le plus grand bien à ce groupe, nous explique l'homme du match, Ousmane Dembélé. Ces moments-là, tu passes 3-4 jours avec le groupe, tu es tous les jours H24 avec eux, donc ça soude le groupe. Et voilà, faire ce petit stage plus cette finale, très clairement, ça soude le groupe. Après cette mise en bouche trophée des champions, Paris a un calendrier chargé en janvier avec une date que tout le monde a coché, nous a confié Ousmane Dembélé. C'est le 22 janvier avec la réception de Manchester City en Ligue des Champions. Paris a 16 jours et quelques matchs de Ligue 1 et de Coupe de France pour préparer le rendez-vous. Voilà, vous avez forcément entendu Ousmane Dembélé qui dit il y a eu 4 jours de petits stages et c'est grâce à cette cohésion-là que ça se passe bien dans le groupe, etc. Vitinha qui dit on adore gagner des trophées, c'est le premier de l'année, ils vont en gagner 6 derrière, enfin 5 autres. Mais c'est pas pour ça que tu as choisi cette date, Bruno. Ouais, non, en fait, moi, je pense vraiment. Alors, moi, la date, effectivement, le 5 janvier, c'est 17 ans de commentaires, mais C'est ton anif de c'est commentateur c'est la nif de commentateur. Mais en fait, sur en le gros, PSG. non, je pense vraiment. Alors, j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais je pense vraiment que ces 4 jours à Doha ont fait basculer, On changeait tout. ont changé tout en fait. Je pense qu'il y a eu prise de conscience, discussion. Comme le dit, et tu as bien fait de repasser Ousmane Dembélé, cette espèce de cohésion de groupe. On rappelle, hein, c'est Dembélé qui marque. Tout à fait. Voilà. Dernière minute. Dans À un la match dernière seconde, dans un les- peu relou, pas très sympa. Monaco joue fin très de match, mal. hein, là, je viens de Sandro voir Ruiz. la stade de d'Opta, c'est 91 minutes et 28 secondes pour le but. Et donc, c'est le débordement de Fabian Ruiz, ce centre au cordeau, deuxième poteau, la cage et Köln qui laisse la cage grande ouverte et Ousmane Dembélé qui marque peut-être pas le but le plus difficile de son année 2025, mais qui vraiment fait un boulot monstre. Et je pense vraiment que tout bascule. Il y a un vent de fraîcheur en plus. On rappelle Ousmane Dembélé, Patek Rolek, et j'ai appris ce que c'était des Patek et des Grâce à Rolek. lui. Voilà, grâce à lui. Non, ouais, en fait, vraiment pour le coup, je suis convaincu que tout s'est passé là-bas. C'est le vrai début. C'est le vrai début. Alors, il y a eu Salzbourg, il y a eu le match à Lyon, il y a eu Safonov à Lens, oui. Mais ça, c'est des petites alertes. Mais là, ils vont gagner un trophée, ils le font ensemble, il y a une vraie unité, on sent une unité. Moi, je me rappelle dans les couloirs du stade,
c'était le stade 974 Ouais. là-bas du Avec côté les de containers. Doha avec les Les containers. containers, On sent qu'il y a une unité dans ce groupe. Il y a une énergie et je te dis pas là ce jour-là j'étais sûr que le Paris Saint-Germain est en finale des champions, c'est pas Parce vrai. que tout le monde est sûr maintenant. Voilà, non, mais par contre pour moi le départ de l'aventure 2025, il déclic. est là et il se fait là entre un avion où ils sont tous ensemble à l'intérieur, 4 jours sur place, peut-être avoir des discussions aussi avec la présidence, avec tes Campos, avec les Enrique, se dire les choses. Ou simplement de mettre les objectifs en place. Ça peut aussi être ça. On peut se dire enfin les choses et là moi c'est ce match-là. J'y étais, j'ai eu la chance d'assister à cette rencontre là-bas. Et je sais pas, pour moi, il y a un truc qui s'est passé sur ce match-là. Et alors, Dembélé a dit dans l'extrait que tu avais monté qu'ils avaient tous coché une case. Et ben ça tombe bien parce que c'est la case que Romain a choisi de cocher aussi aujourd'hui. Tu voulais nous parler de quel moment, toi, de la saison ? Moi, mon moment de la saison, c'est le PSG Manchester City. C'est pas tant un mouvement sportif. Le moment sportif, on en a tous parlé. La remontée. Vulgairement, il y a des gens qui disent que c'est le début du truc. Je suis pas d'accord avec ça. Alors Bruno, tu as la théorie du stage au Qatar. Moi, je pense que l'enchaînement des 4 matchs qui étaient 4 finales, Salzbourg, Monaco, Lyon qui était l'équipe française la plus en forme du moment, et Lens en Coupe de France, où il faut se rappeler que début décembre, il y a les premières rumeurs comme quoi dans l'effectif, il y en a qui sont pas contents du temps de jeu, Colomboigny, tout ça, Dembélé qui a pas aimé Dembélé avec voilà, contre Dembélé Arsenal, qui a pas aimé contre Arsenal. Bref, il fallait gagner les 4 là, et ils les ont gagnés, et on a vu les bribes de ce qu'on verra en magnifié dans la suite. Mais pourquoi... Attends, excuse-moi de te couper, tu vas continuer dans un instant. Je veux juste dire que la première mi-temps contre Lyon, on l'avait commenté tous les deux, je me souviens, elle était exceptionnelle. Ah oui, non, c'était magnifique. Sur le plan du football, on était là en train de commenter et on se disait mais c'est rarissime de commenter un football de cette qualité. Enfin vraiment, on était époustouflés. Ah non, c'était contre Lille. C'était contre Lille. C'était un peu après. C'était contre Lille où après il y avait 4-0 à la mi-temps. Ouais, il y avait 4-0 à la mi-temps, j'avais jamais vu ça de ma vie. Ouais. Mais donc bref, oui. tu peux continuer. Mais pourquoi je prends Manchester City ? Parce qu'on parle du switch sportif. Mais le switch club dont je parlais tout à l'heure avec les supporters, pour moi, c'est Manchester City. Parce que Manchester City, c'est en tant que suiveur et fan du Paris Saint-Germain, c'est la plus belle ambiance au Parc des Princes que j'ai vécue dans ma vie, du début à la fin, et surtout quand le PSG était mené. C'est-à-dire que quand il y a 2-0 pour Manchester City, le parc ne s'arrête pas. C'est vrai. Et ça, c'est assez rare. Et je me rappelle même que dans la saison, j'avais fait un coup de gueule après le match contre l'Atlético, où on prend le but à la dernière minute et on perd ce match à la dernière minute. J'avais dit, vous avez vu, les ultras chantent de la même manière qu'il y ait un résultat à remonter, qu'il y ait un résultat à défendre ou pas. J'avais employé le mot de chorale pour ce qui se passait à Auteuil. J'avais aussi le souvenir d'un Parc des Princes qui parfois avait influencé en mal le Paris Saint-Germain, notamment le match en 2019 contre Manchester United, où pendant la seconde période, ça flippe quoi. Ça flippe dans le parc et ça influe manifestement sur ce qui s'est passé sur le terrain. Et là, il y a eu un switch contre Manchester City. Il y a un truc où il y a l'équipe qui est pas bien, mais le stade il lâche pas. Et en fait, entre l'ambiance qu'il y avait en avant-match qui était dingue, la première période où tu peux mener même à la mi-temps, il y a un hors-jeu d'un petit poil je crois que c'était Gonzalo Ramos déjà qui était hors-jeu. Puis le 2-0 qui n'est pas mérité du tout parce que tu domines, mais le parc qui continue, et puis la remontée ensuite t'explose avec le but de Gonzalo Ramos à la dernière minute où là c'est la libération mais totale. Pour moi c'est la plus belle ambiance que j'ai vécue au Parc des Princes, avant et après Plan Le Prou confondu. Alors j'ai pas vu Twente, j'y étais pas, Bucarest j'y étais pas, et Real Madrid 93 pas non plus. On va dire que tout le monde est d'accord mais ok, moi dans l'ère moderne, dans l'ère moderne, c'était ma plus belle ambiance au Parc des Princes. Et surtout, il y a eu ce switch de mentalité entre le public et son équipe. C'est très juste ce que tu dis. Je voudrais juste qu'on se réécoute les buts de ce match parce que c'est un match avec retournement de situation où une dramaturgie incroyable. Évidemment, commenté par Bruno Salomon, bien entendu. Voilà, merci. Allez, Barcola, il est parti. Barcola, il n'y a pas de position hors jeu. Barcola qui accélère. Barcola qui rentre sur une réparation. Centre en retrait Dembélé. Goal pour le Paris Saint-Germain. Bradley Barcola. Voilà Bradley. L'accélération sur le côté gauche. Bradley Barcola. Centre en retrait. Ouverture du pied pour Ousmane Dembélé à 10 mètres de la cage. Goal.
Voilà, Joao Neves, bonne récupération de balle au milieu de terrain. Joao Neves dans l'axe, qui donne à Fabien Ruiz. Écarte côté gauche pour maintenant Désiré Doué, qui veut se mettre sur son bon pied. Il est là-bas, le ballon. Ah oui, mais oui. Bradley Barcola, l'égalisation. Goal. Ce petit ballon qui a roulé et tapé le poteau gauche pour rentrer finalement dans la cage d'Ederson. Goal. Attention. Vitinha, Pacho, il est en position de hors-jeu effectivement. Dembélé aussi, prudence. C'est parti. C'est le tête à tête. De Joao Neves. Goal. Joao Neves devant la tribune Boulogne. Les bras en croix au deuxième poteau de la tête. Ce petit est immense. Il est extraordinaire. La tête de Joao Neves au deuxième poteau. Joao Neves. Wouhou. Exceptionnel. Pour le Paris Saint-Germain. 4 buts à 2. Goal de Gonzalo Ramos qui part au point de corner et toute l'équipe qui le suit pour célébrer ce but. Le 4e, 4 buts à 2 et c'est terminé en même temps. C'est bon ça. Yes. Voilà, on était le 22 janvier à ce stade-là, donc là, l'euphorie, ça y est, elle avait démarré. Eric. Ouais, bon, tu as présenté tout ce qui s'était passé sur ce match, mais juste le fait que on était déjà dans un état d'esprit de rien lâcher, de continuer sur un travail qu'on avait commencé. C'est là où déjà tu savais que l'équipe et c'est ce qu'ils expliquaient. Ils disaient, Luis Enrique, il dit on continue, même si on prend un but, on continue comme on a commencé et tout ça. Et en fait, c'est tout ça qui fait la différence, et qui continue à jouer comme si de rien n'était. Et c'est comme s'ils savaient que de toute façon, en jouant, ils avaient la qualité pour. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur toute la saison après derrière. Mais je pense qu'on a assisté collectivement à un exemple de diffusion de confiance qui est phénoménal en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'un type est arrivé avec une conviction et il a réussi à ce que ce soit contagieux et à ce que tous les supporters et même les journalistes soient petit à petit rassérénés. Après, c'est une vérité ce que tu dis, mais il est pas là pour convaincre les gens. En fait, lui est convaincu. Et à partir du moment où lui est convaincu, les gens... Non, mais parce que lui, il est certain de ce qu'il fait. Depuis le début, il est certain. Depuis le début, il te dit qu'on sera meilleur la saison d'après. Sauf qu'il en a fait des erreurs. Tu vois, Bien sûr. Rappelez-vous, sur la 2024-2025, sur la période de septembre à novembre, ça patine quand même sévère en Ligue des Champions. On n'est pas au mieux. Et même il te dit que c'est pas mérité. Tout le monde est pas. À chaque fois, il te dit que c'est pas mérité. Effectivement, il vient tambouriner, mais parce que. Il a raison. Sur le contenu. Non, mais il a raison, mais c'est surtout que lui, il sait où il va en fait, et c'est ça que cette certitude que tout le monde dit, il est arrogant machin. Non, en fait, il n'était pas arrogant, il savait très bien où il allait. Et en fait, t'es récompensé derrière naturellement parce que il sait tout ce qui va se passer. Alors ça peut paraître bizarre ou ce que tu veux, mais n'empêche que le mec, il a bossé, il sait son schéma de. Après, évidemment. T'es jamais sûr d'arriver à ce que tu veux quelque part. Mais n'empêche que je me rappelle. C'est ça qui est fou. Attends, juste une toute petite parenthèse. Je sais pas si autour de la table vous avez lu la BD sur Star Wars, la création de Star Wars, le film. Et elle est incroyable. Franchement, si vous avez l'occasion je vous la prêterai. Et en fait, on voit George Lucas dès l'enfance qui sait qu'il a un projet, il a un truc, et en fait, il va vraiment déplacer des montagnes. Personne ne croit à son projet au départ. Il va tout faire pour le mettre en place. Et en fait, il a exactement cette espèce de flamme intérieure qu'on ressent chez Luis Enrique, où en fait, il a vraiment l'air sûr de lui. Conviction. Et on se dit, mais c'est ouf d'être sûr de soi à ce point-là. Enfin, je sais pas, moi, des fois, je me dis, le soir, il doit dire à sa femme, ouais, bon, chérie, je t'avoue, j'ai dit ça, mais en vrai, je suis pas sûr. En fait, non. Mais bien je pense qu'il en est convaincu. Mais c'est ça. Oui. Je vous rappelle c'est juste inhumain presque. Mais déjà dans la conviction, je rappelle quand même que sa première conviction, ça a été de nous dire qu'on serait bien meilleur sans le meilleur attaquant français. Bon, pour le coup, beaucoup de supporters étaient d'accord avec lui. Pas tous, mais ça s'entendait pas. Sauf que personne n'est capable de l'entendre. Ouais. La presse, les suiveurs, même le grand public, en dehors du Paris Saint-Germain, en dehors des fans du Paris Saint-Germain, plein de gens disaient mais
mais il raconte Mais n'importe comment quoi. ça, c'est le On meilleur part joueur Il du avec dit ça, monde. il dit ça pour se rassurer. Voilà, en fait. il part avec Séni. Je suis désolé et merci à Séni Mayoulou pour tout ce qu'il a fait, mais tu pars avec Séni Mayoulou, tu as perdu des joueurs et tu t'es renforcé On sait qu'avec pas ce que des Ramos jeunes. va faire. Voilà, on tu sait sais, pas. voilà, tu sais pas que Dembélé va et lui il te dit inquiétez pas, tout va bien se passer. Ben, franchement, bravo à lui, mais Je moi me j'aurais pas rappelle tout suivi. le jour de la finale, dans l'avant-match, on est dans l'avant-match et on a la composition d'équipe. Le seul doute qu'il y avait sur la composition d'équipe, c'était de savoir s'il allait y avoir Barcola ou Barcola Doué. ou Doué. Ah oui, je sais ce que tu veux dire. Et tout le monde avait plutôt son avis de savoir s'il fallait mettre plutôt Barcola, plutôt Doué. Et moi, je me rappelle, c'était toi, Pierre, qui m'avait lancé, qui m'avait dit Romain, t'aurais mis qui, toi, à la place de Barcola ou Doué? Et je me rappelle de ma réponse, c'est moi, j'aurais mis Barcola, mais comme il a mis Doué, je dois me gourer. Mais Donc, c'est ça, mais moi c'est pareil. donc, hein. Mais moi maintenant, et donc, à le chaque fait fois est qu'il fait un que choix, on je me se- dis je me suis bon, de toute gouré. façon, il a forcément raison, donc voilà, on Voilà. va pas. Donc je dois me gourer. Et Et il avait raison. Mais il a tout le temps raison. Et il parce avait que Et raison. même quand Il met il fait deux des buts, petites une erreurs. passe décisive. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, Le mec. exactement. Non, mais Et même quand il fait une petite erreur, comme en fait, contrairement à ce qu'on pensait avant qu'il arrive, il est capable de reconnaître ses erreurs et de changer certaines trajectoires ou mini-trajectoires dans son projet, ce qu'il a fait à plusieurs reprises, hein, et notamment quand apparemment il se serait adressé au groupe en décembre en leur disant « Ok, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin, je suis peut-être un peu raide ». Ça aussi, ça a peut-être aussi tout changé d'ailleurs. C'est un moment Non, dont on n'a pas parlé, mais... et regarde hier. Il fait rentrer Mayoulou, il ressort Mayoulou. vrai Mais que ça, c'est pour le coup. mais ouais, tu fais pas normalement. Il y a personne Ouais. qui fait ça ou ça arrive une fois tous les. Mm. Mais lui, il a fait parce que voilà, dans sa conviction, il s'est dit je me suis trompé. Chut, il a sorti Mayoulou. Derrière, évidemment, c'est compliqué, mais tu gagnes. Et qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu vas lui dire quoi? Mayoulou. merci, hein. Et certainement Mayoulou, il est content parce qu'il a gagné le trophée et que tout va passer pour tout le monde. Bon, Romain, donc ce moment pour toi marquant, c'était Manchester Ouais. City. Moi, ça étonnera personne parce que je suis quand même la pleureuse de l'équipe. Moi, c'est le match retour contre Liverpool. Et ce moment où on a déjà c'est chargé l'ambiance parce qu'on a écouté You'll Never Walk Alone dans le studio avec des supporters du PSG. Ouais. Eric, tu es assis exactement sur le même fauteuil. Moi, je suis assise là. Il y a des supporters ici. Il y a beaucoup d'émotions au moment où You'll Never Walk Alone est entonné par les supporters de Liverpool là-bas à On rappelle Anfield. que tu as perdu 1-0 à l'aller. Tu as perdu 1-0 à l'aller en produisant un football fabuleux. Mais oui. Vraiment, tu te dis, C'est mais presque même parfait, sauf pas- qu'il te manque le but et il te tu manque l'as juste, pris. voilà, il te manque juste le but, comme souvent d'ailleurs avec ce PSG-là. Pas tout le temps, mais souvent. Et donc, bref, on est au match retour. On vit cette finale de façon hyper intense. Et voilà ce qui se passe à l'antenne. But what happened in your head? Ah non, to pardon, return- c'est pas le bon son. Il faut Liverpool. Merci. Dans quelques instants, peut-être le Paris Saint-Germain en quart de finale. Désiré Doué face à Alisson Becker dans cette séance de tir au but. Désiré Doué qui va prendre sa course d'élan. C'est parti. Goal! Le Paris Saint-Germain est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Désiré Doué qui inscrit son tir au but. Goal! Le Paris Saint-Germain qui fait terre Anfield. Je prends des boulettes de papier et des verres sur moi. Je m'en fous. C'est beau les amis. Le parquage parisien est en feu. Le PSG est qualifié. Paris l'a fait. Exceptionnel. Quelle Magnifique. séance de tir au but. Quelle Magnifique. séance de tir au but. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ça, tout le monde pleure dans le studio, Bruno. Bruno, tu pleures aussi? Il faut que ça sorte. Putain, c'est beau quoi. Oh la vache, ce qu'ils nous ont fait là. Fantastique, fantastique. Merci Paris. Impossible de écouter ça sans avoir les larmes aux yeux. C'est impossible. C'est un moment même professionnellement qui est hyper fort, hein, pour nous tous et pour notre équipe en tant qu'équipe de travail. Mais c'est aussi un moment qui est tellement fabuleux sur le plan du supporterisme, de ce qui se passe, le fait que ce soit un club aussi légendaire que Liverpool, C'est ça. contre Ça, qui surtout. ça se passe, un public légendaire là-bas en plus. En Bruno, fait, en gros, c'est après tant d'années de galères et de combats. Non, mais c'est après tout ce qui s'est passé autour du Paris Saint-Germain, tout ce qui a été dit sur le PSG, tout voilà, le côté plastique club, etc. Il fallait qu'une tête tombe. Il fallait qu'une tête royale tombe en fait. Et en fait, là, on a décapité le roi, quoi.
C'est-à-dire que Liverpool, ça peut pas être autre chose. Et en fait, tu es allé le faire C'était l'exploit le là-bas. futur champion quasiment. Voilà, tout le monde avait annoncé que c'était le champion. Et toi, C'était la meilleure équipe d'Europe jusque-là. Tu fais un match. Et une des tu plus fais un mythiques match, en voilà, plus. c'est un un mythe, quoi. le mythe Liverpool. Le stade en lui-même, l'ambiance, la tension, parce que là, pour le coup, on a beau me dire qu'on avait diffusé de la confiance, bon, même si franchement, j'étais là, je me suis dit, moi, dans le stade, c'est possible, tu t'es dit. Oui, moi, je me suis dit que c'est possible. Et alors, tu sais quoi ? Je me suis dit, ils se font sortir, et ben bravo. C'est pas grave. C'est pas grave, parce que, alors, les gens du Sud, de l'ouest de la France et du centre, de partout autour de Paris, du Nord, viendront nous dire ah ouais, mais comme d'habitude, vous êtes plantés, voilà, etc. Non, mais en fait là, en gros, c'était de dire, vu ce qu'on a produit, vu les matchs qui ont été produits, c'est pas grave, quoi. Et en fait, ouais, c'est surtout, voilà, en fait, tu laisses derrière toi, en fait, à ce moment-là, tu es léger d'un bagage. Adieu la remontada. Adieu le Real Madrid, adieu Manchester United, toutes ces foirades totales où les entraîneurs sont venus te dire c'est la faute à pas de chance et on n'a pas eu de chance et que c'est la faute de l'arbitre. Non, cette fois-ci, c'est toi qui passes. Et en fait, à ce moment-là, pour moi, dans ma tête de mon commentateur et de fan de Paris Saint-Germain et d'apprécier ce club, c'est de se dire en fait, on passe à autre chose. Maintenant, est guéri. Droit devant. C'est ça, on est guéri et on passe et on regarde droit devant. La plaie est suturée et j'ai lu le livre de Giscard, fabuleux récit de ces histoires européennes avec le PSG qui vient de sortir. Et Giscard, il parle de cette Ligue des Champions, de ce trophée, de cette coupe en tant qu'objet, comme d'un objet plein de cicatrices. Et c'est ça qui fait sa beauté, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu des blessures pour y arriver, il y a eu des griffures, mais c'est cicatrisé et maintenant, voilà, on est guéri. Paris avait besoin de ça, en fait. Paris avait besoin de ce genre de match où on oublie plein de choses. Incontestable aussi, quoi. Et après coup, quand tu réalises aussi la performance, en Europe, dans cette compétition qui est hyper difficile, qui est la Ligue des Champions, il y a deux styles de clubs. Encore plus sous cette formule. Parce que là, encore plus maintenant, t'as raison. Mais il y a deux styles de clubs. Il y a les très très grandes institutions qui ont le droit à l'erreur. Et il y a ceux qui vont tenter et qui, quand elles laissent passer leur chance, se font systématiquement punir par ce qu'il y a de plus gros. Et le match aller du Paris Saint-Germain, c'est typiquement le genre de match où tu laisses passer ta chance. Et que tu puisses switcher et arriver justement à contrecarrer ça, à les gagner à Anfield, là aucune équipe française n'a jamais éliminé Liverpool là-bas sur un match en 90 minutes, tu gagnes 1-0, tu fais ta séance de tir au but, tu révises ta séance de tir au but, visiblement on les révise bien et on les exécute bien depuis qu'est Luis Enrique. Et tu te qualifies comme ça veut dire que pour moi tu as ce changement de statut d'équipe où tu peux te permettre de ne pas maximiser toutes les opportunités que tu as parce que tu es assez fort pour t'en procurer d'autres. Et ça, il y a plein de clubs qui n'ont jamais réussi à le faire complètement. Tu vois, un club comme le Borussia Dortmund, par exemple, est une grande institution européenne, mais n'a jamais réussi complètement là, sur les 25-30 dernières années à surpasser le fait de ne pas convertir son occasion. Là, le PSG a réussi à le faire et Liverpool, c'est un super moment pour basculer là aussi. Eric, tu veux dire un mot sur Liverpool ? Non, après, c'est surtout par rapport au caractère que tu as montré, en fait. Et c'est là où tu passes aussi dans une autre dimension. Le caractère sur le terrain pendant le match pour inverser les choses et le caractère dans les tirs au but où tu as la pression, tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, tu as la pression. Et en fait, à aucun moment, presque, j'ai envie de dire, tu ressens cette pression sur les tirs au but parce que tu te dis les mecs, t'as l'impression qu'ils sont tellement rangés, ils sont tellement déterminés, ils sont extraordinaires, ils sont rangés, c'est dingue. Et tu dis, ils sont tous bien tirés, c'est incroyable. C'est-à-dire que là, le mec, il arrive, il pose son ballon, il sait déjà où il va la mettre avec la détermination, la force qu'il faut et ah ouais, je suis presque de leur art, quoi. J'exagère parce qu'aujourd'hui c'est facile de dire ça, mais presque t'as pas tremblé parce qu'ils sont tellement dans la maîtrise que ça coule tout seul et que finalement c'est Liverpool qui rate le coche, quoi. Et qui craque. T'envoies un gamin de 19 ans tirer le penalty et tellement tranquille, ça passe, un petit peu je souffle avant de tirer, après c'est ça. Non, c'est fou. C'était un moment, on est en 8e de finale là, et toi Eric, tu as choisi un des deux matchs du quart de finale. Le retour d'Aston Villa, parce qu'en fait il correspond tellement à notre PSG. C'est-à-dire que celui qu'on a vu traverser les années, celui qui est... le PSG de la loose, là, un peu le PSG de je me la raconte à un moment donné et je craque. Et en fait, et Aston Villa commence à revenir dans le match parce que
parce que tu es un peu suffisant dans ton comportement. Les talonnades de Vitinha, je m'en rappelle comme si c'était hier. Un peu hier d'ailleurs, il a fait des trucs comme ça, mais bon. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et tu les relances. Et après, tu les vois revenir dans la furia du stade avec le support. Et tu te dis, on va quand même pas craquer là contre Aston Villa alors qu'on a fait ce qu'on a fait avant. Et j'ai tellement vécu ce match-là en tant que PSG un peu d'avant et un peu d'aujourd'hui. Mais quand même, derrière, tu es quand même costaud et tu as un quart d'heure de folie où les autres reviennent et ça. Et après, tu reviens dans la maîtrise et finalement, tu finis et tu dis, on a quand même grandi. On est capable de faire le dos rond et de subir et peut-être de retrouver des mauvais comportements d'avant. Mais finalement, derrière, de retrouver l'équilibre qu'on a et qu'on connaît. Et je trouve qu'il correspond tout à fait à ce qu'on avait un peu avant et aujourd'hui aussi. Et en me remémorant d'anciens matchs de nos coupes européennes diverses, il y a eu beaucoup de fois où, à la différence de but ou au but marqué à l'extérieur, on a été éliminé sans perdre, ou alors en faisant vraiment des très belles prestations à l'extérieur. Et à chaque fois, c'était nous qui étions éliminés. Très souvent dans ce genre de contexte, où le but à l'extérieur, il était en notre défaveur, et là, on a l'impression que c'est un peu le contraire. Je voudrais juste qu'on écoute un des buts commenté par Bruno, un des buts du match contre Aston Villa. Il joue à McGinn qui part à la guerre, ballon au pied. McGinn, attention à ne pas mettre en profondeur. Il va armer. Oh, la lucarne! La lucarne de McGinn! 2-2. Quelle action de McGinn solitaire! 60 mètres de rush et une lucarne somptueuse. 55e minute de jeu. Voilà, là on a un petit frisson, on est à 2-2, on a quand même gagné au match aller, et juste pour qu'on se rappelle, et après Bruno et Romain je donnerai la parole sur Aston Villa, mais juste pour qu'on se rappelle le match aller, qu'on avait gagné 3-1, je vous fais écouter un tout petit extrait d'un podcast de supporters d'Aston Villa, c'est en anglais, je vous le traduis après, c'est pas long, et c'est vraiment enregistré dans la foulée du match aller, donc vraiment genre à 1h du mat, le soir du match aller. Just so flat, so deflated. It feels like we've been relegated, or it feels like, we've had to have our pet hamster put down or something. It just, listen, we've played the best team in Europe, haven't we? They're very good. Voilà, donc en gros, ils disent oh là, je me sens vidé, là, je suis complètement à plat. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on vient d'être relégué, quoi. Ou que mon hamster vient de mourir, mon hamster domestique. Et après, ils disent bon, écoute, mec, je crois qu'on a juste joué la meilleure équipe d'Europe, en fait. Ils sont vraiment, vraiment bons. Voilà, ça, c'est l'impression qu'on avait laissée au match aller. Et je trouve c'est cette reconnaissance aussi du Paris Saint-Germain qui fait que tu te dis Enfin, les gens parlent en bien de toi plutôt que de dire voilà, c'est normal, ils ont acheté les meilleurs, machin. Alors que là, c'est vraiment, ils peuvent pas te sortir des choses. Ils te parlent de football et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui change tout en fait dans l'approche du Paris Saint-Germain. Non, mais sur cette rencontre, alors déjà juste dans mes pérégrinations dans les stades, ce stade de Birmingham et d'Aston Villa Park est l'une des très 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 belles ambiances. Et je crois qu'en Angleterre, j'en ai vu que 2 belles ambiances dans ma vie, vraiment. St. James Park, quand on s'est fait ratatiner le 4-1, là, c'était un truc, on s'est fait rouler dessus. Et là, vraiment, le Aston Villa, c'était fantastique. Et après, derrière, là où il y a plein de signaux qui t'annoncent que quand même 2025, ça va être une autre année, c'est que les ex marquent pas. Je vous rappelle que Asensio s'est pointé face à Donnarumma à 3-2, il en rate une qui est quand même belle, que Unai Emery a beau pleurer sur son couloir là, en train de faire des grands gestes, il arrive aussi notre ex accessoirement. Voilà, notre ex, c'est bien pour ça. Non, mais c'est pour ça, tu vois, en fait, voilà, les ex ne nous font plus mal, tout était en train de tourner, mais sur le fait que on s'est pris un doublé de Kolo Muani contre Tottenham, mais bon. Ouais, c'est vrai. T'as pas tort. C'est pas tout à fait terminé. C'était après, oui. C'est cette saison. Il y a un mois. C'est 2025-2026. C'est l'année de la deuxième Coupe d'Europe. Mais tu gagnes. Ouais. C'est le deuxième. Regarde comme il est content, le PPR. Non, mais tu gagnes. Mais c'est pour dire que c'est pour aller dans le sens là, c'est que là où ça a changé peut-être depuis que le Qatar a racheté le PSG, il y a un seul pays qui nous considère véritablement, c'est l'Espagne. Alors, que ce soit en bien ou en mal, que ça crée des rivalités ou non, mais le fait est que dans la manière dont le PSG est vu,
Il n'y a qu'en Espagne où il y a une idée de se dire ça peut être potentiellement un danger pour nos gros clubs. Parce qu'on les avait giflés, les deux. Oui, on les nous a est déjà, arrivé de les gifler on les a déjà sportivement, battus. même si au final ça a mal tourné. Mais en Allemagne, ça nous méprise. Enfin, nous, on s'est baladé dans Munich avant de croiser Nasser Al-Khelaifi et on a vu des autocollants dans Munich, des autocollants anciens avec marqué Fuck Nasser, Fuck Qatar, qui étaient collés sur les. Même dans les tribunes pendant les matchs du Bayern. En Allemagne, ils nous méprisent. Et en Angleterre, il faut quand même rappeler que l'année dernière, on tape Manchester City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal. On joue contre Chelsea en Coupe du Monde des clubs. On joue contre Tottenham là, en Ligue des Champions. On va refaire Newcastle. Ça fait 7 clubs différents quand même anglais qu'on a joué en moins de 24 de 12 mois. C'est Chelsea alors que t'es à la ramasse. Et tu perds Chelsea. Mais tu vas gagner. Tu vas te qualifier à Villa Park. Tu gagnes à Anfield. Tu gagnes à l'Emirates Stadium où il n'y a pas un club anglais qui gagne. Parce que Arsenal, à domicile, ils sont monstrueux depuis 1 an et demi, 2 ans. Et donc là aussi, il y a une crédibilité du truc qui s'est joué parce que Bruno, tu es le mieux placé pour en parler, mais dans la manière dont les mecs te parlaient dans les stades, et notamment tu me disais, je crois, Liverpool, c'était OK, voilà, vous êtes à la table maintenant, bravo à vous, et vivement le prochain qu'on puisse se retaper. C'est un stadier qui nous a félicités en fait à Liverpool. Ouais. À la fin du match parce qu'en fait, en gros, c'est ce qu'il faut se dire, et moi c'est ce que je reproche bien souvent au Paris Saint-Germain, qui a encore beaucoup de choses à apprendre des clubs anglais pour le coup. Et dans un club anglais, tu as toujours les mêmes stadiers en fait. C'est les anciens, tu vois. Enfin, c'est des gens qui sont là tout le temps. Et donc là, ce vieux monsieur qui est à l'entrée, il nous a salué et il nous a félicité chaleureusement. Il a dit qu'on était la meilleure équipe d'Europe et qu'il nous souhaitait de gagner la Ligue des Champions. Voilà, un monsieur d'une 60aine d'années qui se fait tous ces matchs-là à son poste. Il distribue les prospectus. Là, en fait, dans les stades anglais, tu as le droit à des petits, le petit programme. Là. Il y a beaucoup de collectionneurs de ça. D'ailleurs, je crois que mon fils a quand même... celui d'Aston Villa, celui de Liverpool, celui d'Arsenal. Je pense qu'il va pouvoir. Mais bon, en tout cas, c'est pour te dire qu'on était respectés. Pour que des Anglais te disent vous êtes à la table maintenant et puis vivement nos prochaines batailles, c'est que tu as un marqueur de crédibilité qui est quand même assez haut. Et je pense que c'est dû quand les supporters se déplacent dans une équipe adverse et qui sont accueillis avec respect par les autres supporters, ça a une vraie incidence sur comment va se passer la rencontre, l'après-rencontre dans les rues, etc. Je pense que c'est aussi pareil du fait que nos joueurs, grâce à la mentalité de Luis Enrique, sont quand même des joueurs hyper respectueux sur le terrain, qui viennent pas chialer, qui font pas de coups trop vicieux. Et en fait, ils ont une façon de se comporter, même avec les arbitres, avec les adversaires. Ils ont une façon de se comporter en fait qui fait que même quand ils te battent, tu te dis voilà, exactement, c'est à la régulière. Je pense que ça peut résumer notre Ligue des Champions. Mais bien sûr, c'est pour ça que les gens aujourd'hui respectent ce Paris Saint-Germain, parce que tout est fait à la régulière. Il y a pas de on parlait de joueurs qui sont achetés 220 millions et qui machin. Non, t'as acheté les joueurs, évidemment, ils sont bien payés, là-dessus il y a pas de problème, évidemment. Mais n'empêche que c'est une équipe qui joue et qui te donne un spectacle quand même. Je pense que dans toute l'Europe, voire un peu plus, tout le monde a apprécié ce que le Paris Saint-Germain a produit comme jeu sur le terrain, parce que je peux dire que pour être respecté, pour que le Bayern ait peur de toi comme ça dans son comportement, je peux te dire que c'est que vraiment même Kimmich qui parle derrière en disant le PSG c'est l'équipe la plus dure qu'on ait jouée, peu importe qu'on ait perdu contre Arsenal, mais parce que voilà, il y a un respect qui a été installé et par le jeu, et c'est ça qui est fantastique en fait. Ouais, et un respect que moi j'ai vachement senti chez les anciens joueurs du PSG dans les mois qui ont précédé la finale, parce que plusieurs joueurs, quand je les avais en interview, me disaient, tu sais, moi je regarde plus trop les matchs, ça me saoule un peu, le foot d'aujourd'hui c'est plus trop comme j'aimais et tout. Et en fait, ces mêmes joueurs, ils se sont remis à regarder. Je vais en citer 2, par exemple, Laurent Fournier et Jean-Marc Pilorget, qui m'avaient dit que voilà, ils étaient moins fans de ce qu'ils voyaient depuis quelques années, et les deux m'ont dit non mais ce PSG là j'adore, je valide complètement quoi. Je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait tu retrouves des valeurs de club
de sport, de football, d'engagement, d'équipe, de joueurs qui vont se battre mais qui vont se battre pour un maillot, un club, pour l'amour du football, parce que ils sont tous passionnés du football, ça je te dis tout de suite, c'est sûr, pour jouer comme ça et pour être capable de faire ses efforts et accepter le discours de Luis Enrique et la concurrence que met en place Luis Enrique, il faut aimer le football et être prêt à partir à la guerre. Et en fait, c'est ça que tout le monde adore et retrouve comme valeur. Bon, les garçons, personne n'a choisi de parler de la demi-finale contre Arsenal, aller-retour. C'est pas grave, on va la squeezer. De toute façon, moi, je m'en rappelle même plus. Je dis juste que c'est la seule double confrontation où on gagne les 2 matchs. Et on ne gagne pas les 2 matchs contre une petite équipe. Arsenal, c'est le début d'un projet qui, en plus, là, va peut-être les mener au titre de champion d'Angleterre. Non, enfin, 20 ans après, on verra. Hein, mais, les pauvres, j'y crois pas. Mais le fait est que c'est, tu gagnes là-bas. Là encore, je disais, gagner à l'Emirates, c'est hyper difficile. Et le match retour, j'ai parlé d'ambiance, mais la déflagration sur le but de Fabian Ruiz, quel but il met. C'est une folie. Donc non, c'est pas à négliger la demi-finale. Mais paradoxalement, comme on gagne les 2 matchs, c'est peut-être le truc où on a été le plus serein, le plus tranquille. La zénitude du truc. Quand t'es Arsenal, très rapidement, mais les gens... Arteta qui est obligé de faire un message vidéo juste avant le match pour dire mettez de l'ambiance s'il vous plaît. Ça, c'était un peu pathétique. Parce que voilà, c'était un peu pathétique. Et Paris qui marque très vite par Dembélé et derrière. Et les joueurs même qui disaient mais soutenez-nous. Oui, mais les gens étaient tétanisés de voir ce qu'ils étaient en train de voir de la part du Paris Saint-Germain. Et après, c'est pas un public de dingue. Oui, c'est là que c'est la bibliothèque. Tout à fait. C'est le stade le plus cher d'Angleterre. Voilà, c'est ça qui est terrible. Depuis Highbury, c'est le stade le plus cher d'Angleterre, où le prix des places moyen est le plus cher, et il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ambiance de dingue. Mais même Liverpool, pendant le match, il n'y a jamais d'ambiance de dingue. C'est juste le You're Never Alone qui est complètement fou. Mais City non plus. Ils ont poussé. Alors, Liverpool, tu vois, je l'ai fait plusieurs fois. Et ça, c'est par vague, en fait. Il y a quand même une espèce de pression populaire. Arsenal, il n'y a rien. Arsenal, il n'y a rien, en fait. Et Arsenal, City, non, je sais pas. Non, franchement, je te dis, moi, Aston Villa et Newcastle, mais c'est les vrais clubs populaires. Newcastle. Il faudrait qu'on joue le Glasgow, genre le Celtic Glasgow un jour, ce serait bien. Mais récemment, là. Il y a quelques temps, avec Neymar Mbappé. C'est récent, 5-1 avec Neymar Mbappé là-bas. Donc c'est fait déjà. C'est ça c'est réglé. Je venais d'accoucher. C'est pareil, c'est le Univo Cologne qui est très bien, et après derrière, c'est pas fou. Mais il paraît que l'ambiance est super sympa dans la Ah oui, c'est très friendly, c'est très sympa. Bon, les gars, il est temps qu'on parle de notre finale. Donc, pour remettre un peu les choses géographiquement, qui était où et qui a fait quoi le soir de la finale? Toi, Eric. Moi, j'étais au stade avec dans la tribune supporter avec les 22 anciens joueurs qui avaient été invités par le club. Donc, moment assez magique. La journée, on raconte la journée ou juste le stade? Juste, tu me dis où t'étais, juste là, voilà. On était... donc t'as pris on était l'avion au-dessus des supporters du Paris Saint-Germain. On était sur la partie haute de la tribune. Parquage. Voilà. Ok. Romain, t'étais où toi? J'étais à côté de Bruno Salomon et le match était peut-être professionnellement la partie la plus calme de mes 4 ou 5 jours de boulot à Munich. Parce que vous étiez sur place depuis plusieurs jours. Voilà, on est arrivé le jeudi. Enchaîné les reportages. Voilà, on est arrivé le jeudi, on n'a pas beaucoup dormi pendant tout le week-end, et le seul moment où effectivement j'avais pas grand-chose à faire, c'était pendant le match, donc c'était plutôt cool. Tu as pu regarder tranquillement ce chef-d'œuvre. C'était cool, j'avais un micro-casque quand même pour intervenir et pour crier sur certains buts, comme on l'entendra, je pense, tout à l'heure. Ouais, dans très peu de temps même. Mais sinon, pendant le match, c'était un kiff extraordinaire, puisque j'étais full concentré sur ce que je pouvais voir et profiter du moment. Et toi, Bruno, tu étais à l'endroit où tu devais être? À la place 118. Voilà, la place 118 de l'Allianz Arena, à la place où je rêvais d'être depuis que je suis tout petit. Donc voilà, c'était fantastique. Et de rien que d'y penser, sur notre droite, les confrères de Radio France, juste devant le personnel du Paris Saint-Germain, derrière nous, les gens de RMC. Voilà, on est en place et on arrive assez tôt, il fait chaud. Et à gauche Et à gauche, il y a Romain Bédouc. non, à gauche de Romain Bédouc. Ah oui, à gauche de Romain Bédouc, il y a les Italiens. Il y a il y a la RAI, mais la radio locale perdue.
perdu dans le secteur. À un moment, tu as dû aller limite chercher Romain Bédou qui partait à la castagne. J'avais oublié ça. Romain Bédou est un boy scout. Pour défendre il est allé séparer les gens. Il est allé séparer les gens. Il a au lieu d'envenimer les choses, il a. Parce que tu as dit j'ai perdu Romain. Quand tu vois une masse qui fait à peu près 1m88, 90 et qui part, t'es là, bon bah, il peut peut-être se passer un truc. J'ai jamais vécu la situation. Mais non, et voilà, donc cette place, je m'en rappellerai longtemps et j'espère qu'on va rejouer le Bayern juste une fois pour retourner, tu sais, en pèlerinage pour aller voir la tête de cette place. Voilà, donc place 118. C'est énorme. Pour terminer le tour de table, moi j'étais sur le bord terrain du Parc des Princes avec Fabrice Pancrate, avec Miguel de Rennes et on commentait depuis 17h. Donc on a fait 17h minuit à l'antenne non-stop. Et donc on était pour le coup, je pense vraiment, parce que c'est des anciens qui me l'ont dit. Après le stade. Ouais, en tout cas, non mais il y a des anciens qui m'ont dit que c'était la plus grosse ambiance de l'histoire du parc. Des anciens qui ont fait les anciennes ambiances. Moi, je peux pas juger parce que Real, Stuart et tout ça, j'étais pas là, donc je peux pas juger, mais c'était une dinguerie. Bref, on y reviendra, mais d'abord, on va se réécouter les buts, c'est obligé. Donc, pour vous dire un petit peu le off de cette émission, tout à l'heure, je préparais l'émission dans l'open space. Et je me suis réécouté les buts pour vérifier que le son allait bien et tout, et j'ai eu les larmes aux yeux, encore. Et juste à ce moment-là, il y a Romain et Eric qui sont arrivés dans l'open space. Ouais, ça va et tout. Et je me suis retournée avec plein de larmes dans les yeux. Oh les gars, je réécoutais les buts de la finale. Mais je suis faible. C'est terrible. Allez, on s'écoute ça. Fabien Ruiz qui relève derrière pour Vitinha. Vitinha, ballon pour Doué qui va armer le ballon. Goal pour Achraf Hakimi qui ouvre le pied. Goal. Dembélé qui va rentrer à la surface de réparation. Il change de côté pour Désiré Doué qui amortit, qui frappe. Goal. 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 Oh là là, la talonnade de Dembélé pour Vitinha. Vitinha qui va donner maintenant pour Dembélé, pour Doué, face à face. Pour le Paris Saint-Germain, 3-0 pour Désiré Doué. Kvaratskhelia, le face à face, c'est parti. Bradley Barcola, entrée de surface de réparation qui va servir maintenant Céline Mayoulou pour un de ses premiers ballons. Bradley Barcola désormais. Barcola, Mayoulou, la frappe. Goal 5-0. Goal Céline Mayoulou, Titi du Paris Saint-Germain qui marque le 5e but. C'est dingue. C'est dingue. C'est irréel. C'est irréel. Voilà, si vous cherchez à passer des vacances calmes, n'emmenez pas Romain Bédou avec vous parce qu'il hurle. Parce que c'est hyper difficile. J'ai le masque, j'ai le casque. Tu vis ce que moi je vis. Oui, tu vis ça tout le temps. Polo me dit mais arrête. Mais j'ai réussi sur les 3 premiers. Sur les 3 premiers, j'arrive à parce que je me lève. Mais je te jure. Comment tu veux faire, mais j'arrive à me condenser. Mais à 4 et 5-0, c'est n'importe quoi. Il faut savoir que le 4-0, c'est n'importe quoi. En fait, il faut savoir que le 4-0, on est dans la tribune et à nos côtés, on a donc les gens de Radio France et on avait la chance d'avoir un technicien qui s'appelle Jérémy Tuile. Et Jérémy, c'est un. Vous n'avez pas été inquiet quand vous avez entendu son nom? Non, Jérémy, en fait, j'étais super pas inquiet. C'est ce que c'est. En fait, c'est une pointure. Je parle juste de la blague. Ah oui, de la blague. Évidemment, pas de ses qualités. En fait, c'est une pointure et en fait qui va sur toutes les zones de guerre, qui va partout pour accompagner les reporters. C'est le technicien, voilà. Donc il y en a quelques-uns comme ça à Radio France. Carré qui a la particularité, énorme fan du Paris Saint-Germain. Donc en fait, il a à peu près menacé tout le monde pour leur dire, je vous avertis, la finale, c'est moi. Donc voilà, il a débarqué, il s'est mis à côté de nous. C'est lui qui nous a fait le son. Il était super fier de nous annoncer qu'il avait bien mis les sons. Il avait fait des micros spécifiques pour être sur le parquage parisien, pour bien qu'on entende le son et tout. Il nous a fait ça aux petits oignons, c'était fantastique. Ouais, il y avait un problème de longueur de câble à un moment pour savoir si moi je pouvais mettre à la place. J'ai fait attends, t'inquiète, on va gérer. Il a tout géré. Bref, encore des bises à Jérémy. Et en fait, sur le 4e but, il faut le savoir, c'est qu'on se saute tous dessus. Jérémy est à mes côtés,
je le prends dans mes bras. Lui, mon grand d'1m88, il me saute dessus et on se brasse. Et c'est pour ça que t'entends. Et c'est pour ça que t'entends. C'est n'importe quoi parce qu'en fait, ça secoue dans tous les sens et on se brasse dans la surface, dans la tribune de presse. Tu sais que moi, il m'arrive la même chose, mais avec Fabrice Pancrate. Et c'est un beau bébé aussi. C'est un beau bébé aussi, parce que lui aussi, il me saute dessus. Pourquoi je crie énormément au 4 et au 5e but? Parce que, je sais pas si tu te rappelles Bruno, mais à la mi-temps, on parle moins nous au stade parce que Bruno faut devoir descendre. Moi, je prends un Doliprane parce que entre le toi, t'as pris un coup de soleil. La journée et plus le bruit du stade et tout, j'ai un mal de crâne de fou. Il faisait vraiment chaud en plus. Et en fait, à la mi-temps, on se regarde avec Bruno et je me rappelle dire à Bruno. On est en train de vivre quoi là? Il y a 2-0 là, on est en finale de Ligue des Champions. Il y a le PSG qui mène là. Ils sont même pas dangereux. Eux, ils ont que dalle. On est en train de vivre quel truc, tu vois. Et il y a Jeannot Rességuier de RMC qui est juste derrière nous, qui nous voit en train de discuter et qui nous voit en train de nous dire mais on est en train de vivre un truc de dingue. Et tu te rappelles ce qu'il nous dit? Calmez-vous. Il nous dit vous savez, c'est qui la dernière équipe qui menait de 2 buts d'écart à la mi-temps d'une finale de Ligue des Champions? Il dit c'est le Milan AC face à Liverpool. Et donc là, direct, on descend. Et donc, on redescend. Et donc, en fait, il voulait qu'on se. Et en fait, c'était plus. Calmez-vous. Parce qu'il y avait Jérôme Breton qui était à côté qui disait bon, on est en train de le faire, on est en train de le faire et tout. On est en train de le faire. Et là, tout d'un coup, t'as Jeannot. Et donc, il nous fait redescendre. Et moi, mine de rien, ça me travaille sur les 20-25 premières minutes de la deuxième période. À 3-0, je me condense encore. Je me dis, des 3 buts d'écart, on en a déjà pris, etc. Et à 4, en fait, à 4 et à 5, oui, à 4, c'est la libération. 4 et 5, t'as le droit. Il y avait une telle maîtrise. D'ailleurs, c'est Choucriel qui dit à 4, qui dit le Paris Saint-Germain, tu vois, à 4-0, il dit le Paris Saint-Germain va gagner la Ligue des Champions parce que, voilà, comme pareil, il a accompagné, il sait que tout est possible, mais que là, vraiment, tu sens que dans la maîtrise. Moi, je voulais juste revenir sur le. Moi, j'ai vécu donc de la tribune ce moment. T'inquiète, on arrive. Parce que toi, mais attends. Oui, parce que... Attends, tu vis le truc avec 21 autres anciens joueurs, évidemment que je veux que tu nous racontes. Bien sûr. Et bien sûr. Attends, déjà, premièrement, on va reprendre au début. Quand le club te contacte... la liste des 22 joueurs. Non, mais quand le club te contacte et te dit, voilà, Eric, on te propose un truc, venir avec nous et tout. Déjà... Comment tu vis le truc? J'attends en fait parce que j'attends confirmation. C'était pas très clair non plus. Ouais. Je sais qu'ils invitent, ils ont invité 600 ou 700 personnes du club. Et donc, on doit faire partir de ce voyage. Mais voilà, en tant qu'ancien joueur, on était 25 invités. Et il n'y en a que 22 qui sont venus. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas venus, mais en tout cas, on était 22 à la fin. Et super sympa parce que voilà, tu revois des anciens, tu vois du Valdo, du Parmi Alain ceux qui Roche, étaient invités, avec qui tu avais joué, toi, dans ton effectif à toi? Alain Roche, il y avait Greg Pesley, il y avait... Pierre, il était là, je ne sais plus s'il était là, Pierre Ducrot. Il était là. Pierre, il y avait qui et Valdo, mais je ne sais pas jouer avec. Il y avait Vincent Guérin, il y avait... Donc il y en avait plusieurs. Il y en avait plein. Une partie de l'effectif que toi, tu avais connu était là, quoi. Ouais. Comment ils ont choisi les 25 qu'ils ont invités? C'est ouf. Ça, je sais pas. Franchement, ça, je sais pas, mais je pense qu'ils ont peut-être demandé à plus de joueurs, hein, mais les mecs, soit ils bossaient, parce que tu vois, il y avait un rail, il était là-bas, il bossait pour je sais plus quelle chaîne, il était là-bas, mais il bossait pour... C'était pour M6. Je crois que c'est M6 qui diffusait. Voilà, donc avec il bossait Comboiré et pour... Luis Fernandez. Voilà. Ouais. Donc chacun bossait d'un côté. Il y avait Jallet qui était venu, mais avec les joueurs, parce qu'il regardait le match avec les joueurs, mais il faisait une partie avec Canal, mais c'était l'avant-match, voilà, et après il venait avec les joueurs pour voir le match. Okay. Donc voilà, il y avait plusieurs. Il y avait aussi Paoletta, Waro, Pastore, Verratti, Menez. Mais mais parce que c'était pas tous. C'était avec vous? Ouais, non, c'était pas avec nous. Waro était déjà sur place, Paoletta aussi, Verratti aussi. Jallet, il est arrivé. Non, il est arrivé avec nous. Ouais, il a voyagé avec nous. Waro, il était sur place parce qu'il a joué. Il y a Comboiré qui bossait pour M6. Parce qu'il jouait un dans concert. La fan zone, il faisait un concert. Dans la fan zone. Ouais. Et quand tu découvres avec qui tu vas être dans cet avion, ce fameux avion là, déjà parce qu'il y a un truc aussi à raconter, c'est quand même que avant de découvrir et d'arriver dans l'avion, il doit m'annoncer
qu'il sera pas avec moi en studio. Et moi, à ce moment-là, je sais pas que je serai au parc. C'est pas encore fait, en fait. Personne m'en a parlé. Donc pour moi, je suis toute seule en studio pour vivre la finale de la Ligue des Champions. Parce qu'à ce stade de la compétition, depuis quelques matchs, on a décidé de pas avoir de supporters en studio parce qu'on a décidé d'être totalement disponible pour les auditeurs, etc. Donc là, je me dis, franchement, le sol souffle sous mes pieds. Je me dis, punaise, Eric sera pas là, je vais être toute seule. Je me dis, mais en même temps, c'est mon destin. En même temps, je te l'ai dit. Pia, je t'aime bien. Mais là, t'étais pas je suis fière, désolé, mais là, j'y vais. Je me suis décomposée, quoi. Et en même temps, non. je me dis, mais c'est mon destin. En fait, c'est ma trace professionnelle que je laisserai, c'est d'être un média, un trait d'union entre le commentaire de Bruno et Eric et les auditeurs qui ont besoin de nous, tu vois. Donc, je me dis, bon, bah voilà, j'accepte mon sort. Et là, un jour, quelqu'un vient voir et me dit... Oui, donc Pia, c'est bon pour le parc. Je fais, mais de quoi tu me parles? Bah, tu sais, tu vas commenter au Parc des Princes la finale. Je dis, mais tu te fous de ma gueule? Bah non, mais t'es pas au courant? Bah non, en fait, je suis pas au courant. Ça a été des grosses négociations, faut le savoir, pour installer la presse, parce que vraiment, le Paris Saint-Germain, il faut se dire une chose, c'est que a vécu plein d'histoires, mais il faut féliciter, et j'en profite pour une fois, on ne le fait pas souvent, mais le personnel, vraiment, ils se sont défoncés. Le moment où ils ont basculé pour la finale, enfin, ils sont passés en mode machine hier. Énorme. Ils étaient sur les genoux. Oui, bien sûr. Et ils ont vraiment donné. Et rien que l'organisation du Parc des Princes pour faire rentrer tous les médias qui voulaient être là en direct, etc. Ça a été vraiment un énorme bazar et on était au mètre carré, c'est-à-dire que on négociait avec la technique, c'était allez, 10 mètres, non, je peux te donner 8 mètres pour ton studio, etc. Ça a été vraiment compliqué, mais ça a été un très grand moment. Et d'ailleurs, quand on a dû sortir, j'arrive, Eric, parce qu'on est qu'au début. Quand on a dû ressortir du parc à minuit, parce que le parc fermait en fait, et que tout le monde était déjà parti, il y avait des feux d'artifice partout dans la rue et tout, le PSG nous dit oui, il faut vraiment y aller parce que là, il faut qu'on ferme. Et en fait, moi, je regarde autour de moi et je vois des employés du PSG, dont certains que je connaissais, et je vois la fatigue sur leur visage. Et là, je regarde les autres qui étaient autour, nos techniciens, Miguel, Fabrice, je leur dis, les gars, faut qu'on y aille parce que là, ils en peuvent plus, en fait. Ils sont trop fatigués. Ils étaient tous assis sur des marches, à se prendre dans les bras, à se congratuler et tout. Et en fait, j'ai senti vraiment ça diffuser. Il était complètement vide, le parc. J'ai vraiment senti l'épuisement Ah ouais, parce vraiment le truc. Je me suis dit, non, en fait, là, il faut vraiment qu'on leur débarrasse le plancher parce qu'ils sont au bout du rouleau. Bref, donc toi, tu découvres la liste des anciens joueurs. Donc, écoute. Donc, plutôt pas mal. Ouais, non, mais c'était bien. C'est qui le joueur où tu t'es dit, oh, trop bien, on va faire le voyage ensemble, ça va être trop sympa et tout? Il n'y en a pas un avec qui t'es super pote Si, par exemple, dans l'avion, j'étais à côté de Greg Pesley, mais c'était cool. Ouais, c'était cool. Ouais. Bah oui. Non, franchement, c'était cool. Bien rigolé. On a bien rigolé, ouais. Et deux chambreurs, ouais. On a bien rigolé, on a chambré les autres. C'est ça. Même si tu joues pas avec, on les chambre, t'inquiète pas. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais non, on a bien rigolé, c'était bien. Et là, entre les anciens joueurs, dans ce fameux vol, là, vous parliez de la dinguerie que c'était cette saison, ce parcours en Ligue des Champions. En fait, t'avais quand même un courant, pas forcément mais tu sais ce que je te disais tout à l'heure, c'est le courant positif où tu te dis ils sont quand même très forts, même si l'Inter en face, ça dégage quelque chose. Tu te dis il y a quand même un penchant pour se dire que c'est largement possible et que tu te méfies toujours parce qu'une équipe italienne en face de toi, tu sais jamais ce qui va se passer. Et puis ils venaient juste de battre le Barça quand même, donc tu te dis bon. Mais il y avait quand même la tendance de se dire on y va pour gagner, quoi. Il y avait un petit côté aussi enfant, quoi. On est un peu en vacances, en parenthèse magique, ou tu vois. Ouais, en fait tu te laisses bercer parce qu'il y a eu toute une organisation. On sait qu'on va passer à la fan zone. Donc il y a aussi une présentation pour les fans qui sont là-bas. Il y avait le concert. Et puis tu retrouves d'autres joueurs là-bas. Il y avait Julie, il y avait donc O'Haro. On a croisé Pastore à ce moment-là, non Pastore, Paoletta. On a croisé Michel Montana, évidemment. Et on a croisé, je t'ai dit David Ginola. Je sais plus si je t'avais dit. David Ginola était là. Et après, c'est drôle parce que après, sur les marches du monument qui était là, je sais plus c'était quoi, on s'est assis, on a fait une photo d'anciens du PSG. Elle est vraiment belle cette photo. Et donc, tu vois, symboliquement, juste avant de partir, après, on a pris
C'était un tram, c'était un tram pour aller au stade. C'était drôle, c'est assez drôle. Les transports, un bus comme ça chantait dans tous les sens. Les anciens joueurs Ouais, chantaient non, mais les anciens, les supporters. Il y avait un système de navettes. C'est ça, les navettes. Il y avait un système de navettes de bus et on qui était allait de la fan zone. Il y avait 20 minutes les gens chantaient à côté. C'était drôle. Et du coup, toi, tu as couvert la fan zone, Romain. Tu y as passé du temps. Tu as vu passer les anciens joueurs et tu as vu les réactions des. Non, moi j'ai été. 17h, 18h. Ouais, j'ai dû décaler vers le stade vers 16-17h parce que j'avais aussi des directs à faire de l'esplanade du stade à l'Allianz Arena. Et là où je pensais que, en fait, parce qu'il n'y avait pas un pet d'ombre à la fan zone, l'Allianz Arena c'est pire encore. Ouais, c'est vrai, je pense que l'Allemagne n'est pas faite pour qu'il y ait du soleil. Ils n'ont pas fait les infrastructures pour ça. Et effectivement, il y avait une ambiance de dingue, mais dans les deux, que ce soit à la fan zone ou sur l'esplanade. Et sur le trajet des navettes, je me rappelle de Ambre Godillon qui intervient de temps en temps dans la tribune, qui a fait aussi le billet quand j'étais en congé, qui elle aussi avait des billets dans le parquage et qui était dans des navettes et qui s'entend super bien avec Javier Pastore et qui à un moment lance un appel en FaceTime avec Pastore dans le bus qui va avec les supporters autour. Avec les supporters autour qui vont de la fan zone jusqu'au stade et elle est comme ça avec Javier et elle fait un truc. Enfin, bref, c'était génial, mais c'était une ambiance qui était là encore, je reviens sur l'état d'esprit global. C'était une ambiance de grand club en fait. C'est ça. C'était une ambiance à aucun moment tu as un sentiment d'insécurité ou de truc qui va partir en vrille. Là, tout le monde est vraiment pour faire la fête et pour profiter de ce moment incroyable. Et je pense que c'est ça aussi, parce que même dans les tribunes, mais en fait, le combat entre les deux, ça a duré 2 secondes parce que Paris était tellement extraordinaire. Entre les deux publics. Entre les deux partages. Après, il y avait aussi une ambiance un peu spéciale pour l'Inter, parce qu'il y avait les ultras qui faisaient grève, etc. Mais la mentalité des supporters parisiens, et pourtant, les Parisiens, on est des cakes. Franchement, quand il faut se la péter, on se la pète. Quand on est, on est Parisiens, quoi. Depuis qu'on a gagné la Ligue des Champions, on est insupportables. Non, mais on est Parisiens. On n'a pas eu besoin d'avoir la Ligue des Champions pour nous la jouer, parce que ça fait partie de notre caractère, notre ADN, etc. Mais là, il y avait un côté, on est serein de ce qu'on est, mais sans trop en faire et sans trop être arrogant du truc, que en fait c'est quelque chose qui appartient au grand club. Être conscient de sa force, conscient que parfois la force ça suffit pas, mais que on va faire ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on est amené à faire et ce qu'on a déjà fait. C'est exactement ça. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Ce que j'ai aimé, c'est par rapport à ce déplacement, que ce soit les anciens. En fait, c'est la famille. En fait, c'est une famille qui s'est déplacée. Que ça soit les joueurs, les suiveurs, les anciens, les supporters. À la fan zone, c'était une famille. Et moi, j'ai plusieurs moments que je retiens dans la fan zone. C'est quand même d'avoir croisé la femme de Luis Enrique, quand même, qui était dans cette fan zone. Donc, tu as les anciens joueurs, tu as Michel Montana, tu as des gars qui viennent de Montréal, tu en as d'autres qui viennent de Sydney, tu en as qui sont de Paname, tu en as qui sont partout. Et en fait, en gros, ensemble. Heureux, tranquille. Quand tu disais tout à l'heure le sourire, il y avait une énergie extraordinaire et un moment vraiment magnifique de dire ce jour-là, on ne nous l'enlèvera pas. On n'a pas pu profiter du Final 8 de 2020 et on a raté cette finale, on n'a pas pu y aller, on sait pourquoi, à cause de la pandémie. Là, cette fois-ci, on ne nous enlèvera pas ce bon moment et cette bonne humeur. Et il y a eu une seule tension avec les supporters de l'Inter Milan qui sont venus un peu traîner près de la fan zone. Voilà, ça a été encadré mais parfaitement par la police allemande. Et en 3 secondes, ça a été réglé. Voilà, ça a été réglé en 3 minutes et demie. Il a fallu les écarter et tranquille. Mais vraiment, c'était un moment. C'était la famille, vraiment la famille. Mais c'est important ce que tu dis et je me suis fait la réflexion récemment de me dire c'est quand même fou que tout ça arrive. Par exemple, précisément l'année où le club met en place la médaille pour les abonnés historiques. Où ils ont, au début de l'année, cette saison, je rappelle quand même qu'on n'a jamais fêté les 50 ans. On n'a jamais fêté les 50 ans. Pendant le Covid. Oui, je sais, mais ça n'a jamais été. Ils ont lancé le club des légendes en envoyant des cartes à tous les joueurs qui ont plus de 50 matchs, je crois ça. Donc en fait, il y a une maturité globale des propriétaires, des supporters aussi, qui ont vécu tellement de choses. Un lien qui a été recréé avec les anciens joueurs, avec les abonnés historiques, alors que franchement, quand le Qatar est arrivé, les abonnés historiques, Et puis à Paris, ils n'existaient même pas. Puis à Paris, en fait, ce que tu es en train d'expliquer, et tu as raison, Paris était prêt. Oui, voilà. C'est-à-dire que, et au moment où ça bascule et que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions,
eh ben, en fait, ils sont prêts. En termes de marketing, de tout ce que tu veux, tout est prêt, en fait. Ouais, et les équipes tout est aussi aligné. ont été au bout du bout. Mais je discutais avec une personne qui vient d'arriver au Paris Saint-Germain il y a très peu de temps, la nouvelle directrice de la communication, qui s'appelle Anne Descamps. Elle me dit, mais tout va bien au Paris Saint-Germain, c'est cool. Et on lui dit, bah oui, mais vous n'avez pas connu tout avant. Mais là, maintenant, elle découvre un club qui est en place et qui est structuré. Nous, on a connu le PSG adolescent. Quoi. Manque plus que la promesse de l'invitation de Thiago Silva au parc. C'est ça. Thiago Silva, on va y arriver. Il en a parlé dans France Football. Il en a parlé dans France Football. Mais c'est vrai qu'il y avait une attachée de presse, je me souviens la saison dernière, enfin cette saison-là qui s'est terminée, qui n'est plus là, qui n'est plus au PSG aujourd'hui, mais qui m'avait dit « Oh là là, c'est hyper fatigant de bosser au PSG, j'en peux plus. » Je fais « Mais meuf, t'es tombée sur l'année la plus calme de l'histoire du club. Il n'y a jamais eu une année plus calme pour les attachés de presse du PSG. Il y a eu zéro problème extrasportif. Enfin, franchement... Tout est géré. Ah ouais, c'est un rythme qui est quand même assez costaud. C'est costaud, c'est dense. Pour de vrai, hein. Mais quand tu as ce rythme-là, plus que des emmerdes, avec que des problèmes extrasportifs à gérer et tout, voilà, pour les attachés de presse, c'est quand même compliqué. Bon les gars, attends, moi je te fais juste un truc parce que j'ai vécu les moments. Non, mais j'ai vécu un moment avec en fait sur les buts du Paris Saint-Germain et tout ça avec les anciens. C'est là où tu vois, tu peux pas mentir sur ta réaction par rapport à ce qui se passe et tout ça. Où tu vois un Jallet sauter avec l'écharpe et tourner comme ça, alors que non mais c'est vrai, tu t'imagines de quelqu'un très calme. Bien sûr, il est très calme et tout ça. Pareil pour Alain Roche. Ou qui est pas forcément un mec qui déborde de. Eh ben, tu peux pas contrôler tes réactions par rapport à ça. Et c'est là où tu vois que tu as invité des anciens, mais des vrais passionnés, des vraies identités du club. Et derrière, ça faisait osmose pour tout le monde. Tu vois, c'est ça. C'est là où je jure, je me suis fait la réflexion sur le moment en vivant ça. Je fais ah ouais, c'est vrai quand même que tu vas pas voir des trucs comme ça tous les jours parce que c'est un moment incroyable. Et Guillaume O'Haraud d'ailleurs dans ce mag, il m'avait expliqué que justement ce moment où il vit la finale là-bas au stade, c'est un moment. Si je me souviens bien la façon dont il l'avait expliqué, il m'avait dit qu'en gros, il était reconnaissant d'avoir pu se reconnecter aux supporters de foot et à l'amoureux du foot tout court qu'il était et pas aux professionnels en fait. Il me disait, en fait, on était des supporters de l'équipe comme les autres supporters. Et on n'était plus en train de garder une distance de je suis salarié ou bien je suis commentateur sur... voilà, et j'étais un amoureux de cette équipe. Quoi. Et justement, pour revenir là-dessus, on était mélangés à tous les supporters à tout ça et à aucun moment tu as été embêté ou quoi que ce soit par les gens parce qu'on était tous là pour la même chose, c'est-à-dire vibrer pour un match et pour vivre l'événement que tu attends presque toute une vie en fait. Donc ça a été vraiment une osmose parfaite avec les mecs. Moi j'ai pleuré j'ai vu Paoletta qui pleurait aussi, c'est drôle, ça te transmet des émotions que tu vois pas forcément, surtout sur des joueurs où tu vois, je vais pas dire que t'es pas concerné, mais quelque part, tu vis une émotion à travers des joueurs qui sont là, alors que tu es déjà passé avant. Mais voilà, tu sens que cet amour du club, c'est pas fake, c'est réel, quoi. En fait, parmi beaucoup de joueurs que tu as cités qui étaient là, vous vous êtes battus sur le terrain vraiment pour de vrai, pour gagner des titres avec ce club et vous avez donné de votre personne et voilà, vous n'étiez pas que des salariés bien payés. Quoi. Non, bien sûr, mais en plus de ça, le spectacle a été tellement énorme en émotion et en football qualité, en fait, quoi. parce que la qualité, quand tu vois Pacho qui s'arrache pour aller sauver et derrière, tu as le but de, tout est fait pour que tu prennes du plaisir. Il faut juste quand même rappeler que cette année 2025 restera l'année du siècle. Pour moi, c'est pour les supporters du Paris Saint-Germain, mais on a quand même vu l'une des plus grandes finales de Ligue des Champions de l'histoire et on a vu une partition parfaite de A à Z et ça aussi dans notre bagage émotionnel bien évidemment moi je revois la tête de Romain Bédouc sur le deuxième but en train de me taper l'épaule et genre mais la bouche grande ouverte et me faire mais qu'est-ce qui est en train de nous arriver, qu'est-ce qui se passe, mais c'était là-dessus on peut avoir des débats sur la place du Paris Saint-Germain de 2025 dans l'histoire des équipes face au Barça de Guardiola, face au Bayern, etc. Mais le fait est que c'est la plus grande prestation d'une équipe en finale de Ligue des Champions de l'histoire. Il n'y a pas de là-dessus. Il n'y a jamais eu de 5-0 déjà, c'est sûr. Non, mais personne n'a fait cette prestation-là. Alors le Barça en 2011 contre Manchester, c'était magnifique, etc. Mais la prestation
qu'a fait le Paris Saint-Germain dans une finale de Ligue des Champions, qui souvent, moi on m'avait demandé avant le match, tu vois quoi pour cette rencontre ? 1-0, mais j'avais dit, écoute, je sais pas du tout ce que je vais voir, mais je pense que ça va être un match chiant. Ah bon ? Ouais, j'avais dit ça, je m'étais dit. Après je pense que l'Inter-Barça comme quoi qui je avait dis eu vraiment beaucoup de conneries. Hein. C'est celle-là la plus grosse. Je m'étais dit. Tous ces billets à 8h34, n'hésitez pas. Ou sur la chaîne YouTube, abonnez-vous. La seule chose que je sais, c'est que ça va être un match tendu parce que les finales de Ligue des Champions, c'est toujours chiant. Il y a toujours la pression qui prend le pas sur tout. En plus, l'Inter, c'est le style d'équipe qui va t'emberner, qui va venir, qui va mettre son équipe bien structurée. Donc, on va pas avoir un grand spectacle. Tout déstructuré. On rappelle quand même que Barcola, il a 2 ballons de but. Ça peut finir Ouais, à à 7-0, mais 7-0, il n'y a même pas, il n'y a rien à dire en fait. D'ailleurs, C'est-à-dire que je sais pas comment il fait. Mais oui, je sais même à quel moment, putain, en plus, tu ridiculises le joueur adverse en le faisant tomber et tu mets un pointu à côté dans le tir. Non, mais c'est un truc de fou quand même. T'énerves Bon, pas. les gars, on va pas finir sur une occasion ratée, ce serait dommage. On n'a pas. Truc ou pas nous On a. Ah oui, c'est vrai. Ah ben ouais, oh. Ah, je suis une Bah, ouf. t'inquiète. Attends, il reste que 3 minutes. Oh non, non, attends, Bruno, attends. raconte ton truc. Alors attends, on va commencer avec Romain. Très L'objet rapidement. que tu avais Moi, rapporté. c'est très rapidement. C'est mon t-shirt que j'ai mis le jour de la finale. Et qui restera à jamais le t-shirt de Munich. Pourquoi ? Parce que je l'ai mal lavé après. Il est trop petit maintenant pour moi. Et donc, je ne peux plus. Je donne pas la marque parce que c'est pas voilà. Mais je peux plus le mettre parce qu'il est trop court. Et donc, ça sera à jamais le t-shirt de Munich. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Et Bruno, c'est génial. On terminera avec ton objet qui est le. Ah, vous êtes gentil avec vos t-shirts. Ouais. Alors, je tiens dans ma main, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, mais donc je le mets en face de moi, mais pour ceux qui ont la vidéo, qui vont voir, j'ai donc une pochette plastique en face de moi, c'est sous cellophane, et donc c'est de la pelouse de l'Allianz Arena, de la finale, puisqu'à 1h du matin, à la fin de la retransmission, quand tout le monde était dans les coulisses, il y a un mec qui s'appelle Bruno Salomon, c'est-à-dire moi, qui a descendu la pelouse, Petit râteau. qui est allé arracher des brins de pelouse. Bon, qui était bien arraché déjà. Ouais. Alors, je balancerai pas, mais les supporters du Paris Saint-Germain, on a quand même fait, il y avait déjà un trou énorme. Ouais. Et donc, je suis allé dans ce trou et Gratouiller un petit j'ai peu. d'abord pris une photo. Olivier Talaron de Canal+ m'a pris en photo allongé sur l'Allianz Arena, genre et alors, on n'est pas bien là. Et j'ai donc arraché ces brins de pelouse. Et donc, ce sont vraiment des brins de pelouse de la finale de la Ligue des Champions. Donc, le jour où j'aurais besoin d'aller en EHPAD, je pense que mon fils pourra les vendre tranquillement. Mais il faut que je les fasse certifier. Mais c'est vraiment la pelouse du Parc des Princes. Voilà. Et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai ramassé, tu vois, je t'ai ramené aussi. J'ai ramené les confettis. J'avais ramassé les confettis. T'as ramené de l'air en bouteille ou j'ai mon accréditation bien sûr. du match. J'ai en fait, j'avais gardé tous les bracelets de la saison aussi. Énorme. En fait, les bracelets qu'on nous donne dans les stades. Donc j'ai toute la saison. Pas mal. Les confettis, les mecs étaient avec des aspirateurs là pour et donc là je fais un gars stop et donc là je ramasse, je me suis foutu à genoux vers 1h du matin en train de ramasser les confettis. Le mec était en train de me regarder, en train de me dire, et donc il y avait notre fameux copain Jérémy Tuile, le technicien fan du Paris Saint-Germain, qui me faisait je fais t'inquiète. Donc je lui ai ramené lui aussi son herbe et ses confettis, son herbe et ses confettis. Donc voilà, c'est la meilleure bœuf de l'histoire. Mon objet, c'est donc cette pochette plastique. Cette pochette plastique avec quelques brins d'herbe de la pelouse historique de l'Allianz Arena. Voilà. C'est magnifique. On va terminer là-dessus. Voilà. En fait, ce qui est j'ai trop cassé bien, le game avec ça ou pas? T'as complètement cassé le game, mais complètement. Et ce qui est trop bien, c'est que maintenant, on a 2026 à vivre tous les quatre, et avec tous les supporters, avec tous les joueurs du PSG, et on a qu'une hâte. Avec son histoire aussi 2026, c'est pas mal. Hein. Avec son histoire aussi 2026 pour l'instant, parce que. En plus, avec une Coupe du Monde au milieu, ça va être. Ouais. Mais oui, il y a des trucs à vivre. Ah bah oui. Il y a déjà eu un départ, notamment Ligue des Champions, qui est plutôt pas mal. Mais Budapest, ça peut être bien, parce que quand je vois comment Munich, la ville, ok, on respecte, hein, mais c'est pas dingue. Hein. Si on avait vécu la finale de Ligue des Champions surtout dans que une le ville, stade n'est pas dans la ville. Je me dis l'année dernière à Londres, on avait vécu ça à Londres. Oh là là. Ça aurait été ouf. Ça aurait été compliqué. Ouais. It's complicated. Voilà, mais Budapest, c'est pourquoi pas, ça peut être pas mal. Bon, Romain, il faut qu'on lâche l'antenne. Excuse-moi. Merci Romain Bédouc. Merci. Merci à toi, Pierre. Merci Eric. Comment ? Il y a quoi ?
Là, il y a marqué à jamais les meilleurs. Voilà. Bah oui. Bah oui, C'était la une du meilleur Parisien titre. du 1er juin. Merci Eric Merci, d'avoir merci. été là et de nous avoir raconté, c'était trop bien, puis merci pour tout le reste. Merci. Voilà. Et plaisir. merci Bruno, évidemment, je pense que là c'est un merci, Merci. général à toi Bruno, et bravo. Et prochain match. Et merci, Pierre. Avec plaisir Eh ben, les gars. oui, merci. Et Merci pour franchement, l'invite. C'est très facile d'animer des Bonne émissions fête avec de vous, fin parce d'année. que vous La êtes meilleure émission, ultra je fais tout de bavard. suite déjà. Forcément, il y a Luis Enrique dans mon dos depuis le début. Donc voilà. Elle est belle cette On n'a photo. pas parlé de Luis Enrique, C'est mais vrai. on le fera une autre fois, mais on t'aime, Luis. J'ai Oui. envie de finir là-dessus. Luis, on t'aime. Voilà, gourou. Allez, ciao.